Du jour au lendemain, bim, t'es connu de partout, etc. Et l'argent n'est même pas encore arrivé. Tout le monde te connaît, tout le monde croit que t'es blindé et l'argent n'est pas encore arrivé. Et finalement, tu vas même pas prendre l'argent que tout le monde croit que tu prennes. Et toi, tu dois absolument faire croire que tu prends cet argent-là. La musique, c'est un sport de haut niveau. L'expertise, c'est de l'ingénierie en fait, la musique. Et c'est ça en fait le vrai piège. C'est pas juste sa voix, c'est pas juste sa musique, c'est pas juste sa qualité. C'est qu'à un moment, il va miser de l'argent sur quelqu'un. Tu as 150 minutes, 200 000 euros qui rentrent, t'as même pas encore créé ta boîte. Tu connais même pas la différence entre des impôts et la TVA. Oxmo Puccino m'avait dit un truc. On dit, il est bon, mais la... Tu vas mettre ton temps, tu vas mettre ton énergie, tu vas mettre ton aura. Oui. Mais c'est quoi qui va différencier? J'ai mis des thunes sur toi. J'ai mis 50 000 euros, même ton père, il les met pas sur toi. Est-ce que c'est TikTokable ou pas? Il y a beaucoup d'argent. Qui dit beaucoup d'argent dit drame. Et la grande différence, souvent, c'est le... Moi, en fait, mon cheat code, c'est que... Alors, merci Rassem de me laisser faire l'introduction. Avec plaisir. Parce que voilà, j'ai le plaisir de connaître Alassane depuis un certain temps. On est très content de te recevoir aujourd'hui, Alassane. Merci, enchanté. Alassane qui Merci regarde pour d'abord l'invitation. le podcast. Trop Ouais. cool. Et je regardais avant de savoir que c'est Anthony qui était derrière. ça tue. Parmi Chuchu. On est toute une équipe. Ouais, mais bon, moi c'est celui que je connais. Je parle uniquement de celui que je connais pas les autres. Alors merci d'être là. Tu es un producteur, manager dans la musique depuis 30 ans presque. Ouais. Et cette année, c'est un peu l'année de la consécration parce que tu viens de recevoir 2 distinctions. Tu viens d'être élu meilleur label de l'année à la cérémonie des Flammes. Et tu as été élu personnalité la plus influente du rap par Billboard et par Bouscapé. Tu es directeur général des labels ADA, Rex 118, Electra et Asantic chez Warner, que les gens resituent. C'est les labels qui ont Aya Nakamura, SCH, l'album de Mio et Iska, Chacola, tu as signé La Fève, Tis, Viola Santana. Donc très cool de te recevoir, t'es bien placé dans l'industrie musicale française et c'est ça qu'on va explorer dans cet épisode. On va parler d'industrie musicale. Donc nous on voit que l'artiste en tant que consommateur, mais derrière il y a tout un écosystème. C'est qui les acteurs qui sont autour de l'artiste? Donc c'est quoi un producteur? C'est quoi un studio? C'est quoi un label? Voilà. En fait, un producteur, lorsqu'on dit je suis le producteur, c'est je suis celui qui a investi de l'argent. Et c'est toi qui crois dans un mec en disant cet artiste. Exactement. Je veux miser sur lui. Un artiste, voilà. Un artiste, une artiste, ou bien, voilà. Je crois en lui ou en elle. Donc, en gros, je vais investir sur cette personne-là pour la développer et pour espérer, en gros, toucher de revenus. De ses droits. De ses droits musicaux ou autres. Voilà. Quelles sont les sources de revenus dans la musique? La base de la base, c'est la production. Tu vends des disques, tu touches des royalties. Disque ou Spotify, etc. Voilà. Les plateformes. Voilà. Aujourd'hui, lorsqu'on dit disque, c'est plus, en gros, tu génères du chiffre d'affaires sur Spotify. En gros, tu es écouté sur Spotify, tu génères de l'argent. Imaginons, ça génère globalement le chiffre d'affaires de 100 000 euros. Les 100 000 euros, à un moment, Spotify va prendre sa part, le distributeur va prendre sa part, qui peut être la major ou bien un gros indé, et ensuite le producteur va prendre sa part, et dans sa part, il va donner une part à l'artiste. Ouais, il reste combien à l'artiste? Sur les 100% dont tu parles, si tu enlèves la part de Spotify, il reste une part. Grosso merdo, ça dépend des contrats négociés, mais l'artiste, il lui reste 10% du chiffre d'affaires. Attention. Il ne reste pas beaucoup à l'artiste, mais c'est 10% du chiffre d'affaires. Le chiffre et c'est pas de la marge. Pas de la marge, oui. Donc, en gros, imaginons demain, un producteur met 2 millions d'euros en investissement global et finalement, il génère que 1 million d'euros. Il sera à moins 1 million. Alors que l'autre a touché 100 000 euros. Par contre, l'artiste le touchera dans tous les cas, c'est 100 000 euros. Net de tout. Voilà. Ouais. Et ça, c'est important de le dire. Parce que lorsque tu es producteur, en fait, bah en gros, tu rembourses toutes tes dépenses, tous tes coûts. Et c'est là où on voit, en gros, avec la marge, si tu touches de l'argent ou pas. C'est là où c'est un vrai business. C'est un vrai business et il y a un risque à prendre. Et des risques. Il y a un risque à prendre parce que dans tous les cas, il faut qu'il paye l'artiste. Aujourd'hui, pour qu'un artiste vive du stream, il faut faire combien de millions de streams à peu près? Pour en vivre convenablement? Si sur une année, sur 12 mois, il arrive à faire 20 millions de streams, c'est très bien. Ouais. Quand tu commences à faire du 20-30 millions de streams sur 12 mois et que tu as la tête pleine, tu peux vivre Rien que du stream déjà, tu commences à vivre du stream. Mais quand tu dis 20 millions de streams par an, il faut que les gens comprennent. C'est pas j'ai fait un coup qui a marché très bien, je dois renouveler ça. Et c'est là où on a beaucoup d'artistes qui montent et après, ce qui est bien sur le stream, c'est que c'est stable. C'est-à-dire que si tu fais 20 millions de streams la première année, la deuxième année, tu feras peut-être 50% de moins. Troisième année, tu enlèves 30% chaque année. Ensuite, à un moment, c'est flat. En fait, tu rajoutes 15-15. Et ce qui est bien aujourd'hui dans le stream, c'est que, en fait, si tu arrives à faire 20 millions de streams la première année, tu peux extrapoler en disant, bon, je vais faire 20 millions. Si tu fais 20 millions de streams la première année, tu les feras sur les 2 ans suivants, tu feras, l'année d'après, tu feras 10 millions. Celui d'après, tu feras 5 millions. Exactement. Ensuite, après, tu fais moins 30. Sauf si tu sors de nouveaux titres. Après, tu sors de nouveaux titres au fur et à mesure, mais sur les titres qui sur les premiers qui ont marché, ouais. Voilà. Donc, première source de revenus,
c'est le stream. Avant, c'était la vente physique de disques. Vente physique de disques, mais le retail, en fait, dans les Fnac et tout, etc. Tu as le D2C maintenant, le direct to consumer. En fait, que là, maintenant, aujourd'hui, on vend directement les disques aux consommateurs. Donc, en gros, on récupère la data. Donc, c'est une source énorme. Et puis, ça génère aussi, parce qu'il y a moins d'intermédiaires. Type les Damso ou Relsan qui sortent des vinyles en édition collector. Exactement. Qui envoient directement sur ça, le c'est site. une belle source de revenus aussi. Qui vont faire ça aussi en concert. Ils vont vendre leurs CD, leurs produits sur les stands, le merchandising. Les autres sources de revenus, c'est quoi? C'est l'édition quand tu passes à la publishing. C'est les droits d'édition. Les droits d'édition, c'est tout ce qui est diffusé. C'est-à-dire que demain, tu as une chanson qui est diffusée en radio, en télé, en concert. Ça génère des droits. Et ces droits-là sont partagés entre les auteurs, en fait. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas les interprètes. En fait, c'est ceux qui ont écrit. Donc les auteurs, ceux qui ont écrit, composé, machin, ils ont leurs droits de propriété intellectuelle. Et à chaque fois que c'est publié quelque part dans une radio, dans une télé, MTV Base à l'époque... Ils prennent des droits. Ils prennent des droits. Exactement. T'as le brand aussi, aujourd'hui. Aujourd'hui, les marques sont très attirées par le rap et par la musique urbaine, entre parenthèses. Donc là, aujourd'hui, c'est une source de revenus énorme. Ouais. Des fois, il y a des artistes que tu signes parce que tu sais que ils sont brand friendly, en fait. C'est-à-dire qu'ils font des campagnes, voilà, tu as peut-être pas faire beaucoup de streams, marques. égérie de marque, campagne, ils présentent bien. Ah oui. Même si c'est des artistes. Personnalités, ils ont des personnalités aujourd'hui. Même s'ils font moins de streams. Même s'ils font moins de streams, ils ont l'économie globale fait qu'ils ont une personnalité qui font peut-être. Et des fois même, il y a beaucoup d'artistes qui font pas beaucoup de streams et qui remplissent des grosses salles. Il y a des artistes qui font énormément de streams qui n'arrivent même pas à remplir les mêmes salles. C'est bizarre ça. En fait, bah non, c'est le comportement. C'est les consommateurs qui écoutent ta musique. Ils s'intéressent pas à la personne mais à sa musique et parfois c'est l'inverse. Oui, ou peut-être leur culture, c'est pas d'aller en concert en fait. Ce public-là n'est pas forcément en concert. En fait. Et qui n'est pas lié à l'objet peut-être. Qui est lié peut-être aux valeurs de l'artiste qui l'envoie, mais peut-être pas à l'objet. Qui va pas dire je vais acheter son vinyle. Non, je vais pas acheter son vinyle. Par contre, je vais l'écouter, je vais le poncer en fait. L'artiste, sur plusieurs dizaines de millions d'écoutes, il va gagner peut-être jusqu'à 100 000 l'année, on va dire. Mais le producteur, il va gagner combien? Ah non, mais c'est même pas l'artiste là, c'est ce que ça génère. Ah, c'est ce que ça génère. Voilà. Et à un moment, vrai, on a oublié. et moi, j'ai ancré dans ma tête que l'artiste était le producteur. Parce qu'aujourd'hui, en fait, n'importe qui demain Rassem, il fait une chanson, tu la mets sur YouTube, tu touches les revenus en fait. Oui, c'est vrai. Et tu peux aller directement mettre sur les plateformes. Tu as des agrégateurs qui font que tu peux directement mettre ta musique sur les plateformes sans passer par un label, sans passer par un producteur, sans passer par personne. Ça s'est démocratisé sur ça. Ça s'est démocratisé et c'est ça qui a game change en fait. Ouais, clairement. Et aujourd'hui, maintenant, c'est quel est le rôle d'un producteur, quel est le rôle d'une major. En gros, ça change les rôles. Quand tu vois un Jul en fait qui vient, qui fait de la musique, qui sort un album tous les 6 mois et qui s'est fait connaître sur YouTube et qui a tout pété sur YouTube. À un moment, quand tu arrives, tu dis qu'est-ce que je peux te proposer. Oui. Tu vois. Donc c'est là, en gros, tu dois. De plus que juste enregistrer ton titre. Voilà, et parce qu'il a réussi à péter sans toi. Il a réussi à péter sans toi. Ouais. Donc là, quand tu arrives, bah, si tu n'as pas une vraie expertise ou si tu dis pas je vais t'avancer de l'argent ou bien je vais t'aider à gérer tout ça, à gérer ta carrière, la gestion de carrière, ou bien je vais te donner des skills pour faire en sorte que ta musique en fait elle soit encore plus efficace, mais là de plus en plus aujourd'hui on n'entre même pas dans la phase de créer de la musique. Créer de la musique, ils la font eux-mêmes. Ils l'ont déjà fait. Il n'y a jamais eu autant d'artistes aujourd'hui parce qu'ils ont tous les outils pour tester. Ils ont aujourd'hui un artiste en fait si c'est pas utilisé un logiciel, si c'est pas utilisé, c'est pas un artiste aujourd'hui. On en demande beaucoup plus à l'artiste qu'avant. En fait aujourd'hui la plupart des artistes en fait font comme je le dis souvent, font le 0 à 100 tout seul. Oui. En fait. Soit ils le font avec un producteur, soit ils le font en autoprod, avec de la passion. Quand tu es passionné par quelque chose, tu mets de l'argent dessus. Le mec, l'artiste, la personne, elle est passionnée par une paire de pompes, elle va l'acheter. Elle coûte 300 €, 500 €. Aujourd'hui, avec 500 €, tu produis un titre. Avec son clip, tu prends le studio et les mecs qui font le... Parce qu'aujourd'hui, tu as des outils qui font qu'en gros, ils ont facilité la production. Ça fait qu'il y a beaucoup plus d'artistes. T'as raison. Tu vois. Donc à l'époque d'un Dizzy La Peste, c'était autre chose. C'était un peu plus compliqué. Tu pouvais pas faire tout seul entièrement, non? Bah en fait ça coûtait cher en studio. Tu vois, il n'y avait pas la carte son que tu prends, que tu mets dans ton ordinateur. Tu vois, ça coûtait cher en studio. Ça coûtait cher de faire le clip. Il n'y avait pas le 5D. Tu te rappelles le fameux 5D qui a tout démocratisé pour faire un clip. Aller voir quelqu'un qui a du matos, qui a une caméra, mais ça coûte cher, faut payer. C'est vrai. Tu vois, c'est tout ça en fait. Donc tu allais voir avec ton iPhone 16, tu fais largement un bon clip en fait. Sans problème. Tu vois. Parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il n'y avait pas les réseaux sociaux aussi pour faire ta promo. RS pour se faire connaître. Promo, bien sûr. En fait, tu devais passer par une entité pour te faire découvrir au public. Ouais. Tu vois, et aujourd'hui, tu te découvres au public sans eux, en fait.
Et c'est ça qui change tout aujourd'hui. Ça change le métier de producteur de ouf. Ça change le métier de producteur et aujourd'hui, les majeures compagnies, on se doit de repenser en fait notre rôle. Même si aujourd'hui on a cette expertise-là, mais la réalité c'est qu'on doit avoir aussi une expertise pour d'autres choses, pour accompagner l'artiste sur la longueur. En disant, tu sais faire les choses tout seul, arrivé à un moment tu vas réussir à avoir un hit, etc. Mais comment faire pour durer sans avoir le hit? Je t'arrête 20 secondes, je suis Rassem Flazi, président et cofondateur de Legal Place. Aujourd'hui, Legal Place, c'est le moyen le plus facile en France pour créer ta société. Si tu veux créer ton entreprise, il y a un code promo qui s'affiche en bas de cette vidéo. Clique sur le lien dans la description pour utiliser le service. Pourquoi les gars comme, je dis n'importe quoi, Fianso ou autres, sont connus pour être révélateurs de talent? À quoi ça sert un révélateur de talent aujourd'hui si les réseaux sociaux font le taf pour toi? De dire, ok, tu publies et l'algo et les écoutes vont faire que ça marche. J'ai plus besoin d'être repéré. Bah, en fait, tu as quand même besoin. À partir du moment où tu as une aura, à partir du moment où, en fait, en sachant que en allant avec toi, ça va aller plus vite. Parce que tu connais tout le monde, parce que tu as de l'argent, parce que. T'accélères. Parce que tu vas m'aider aussi en studio, ça te fait accélérer en fait. Mais je partage combien avec toi en tant que Fianso? Tout va dépendre de la négo qu'on a. Et justement, c'était ça le gros sujet après. Ce qui est un peu sous-jacent à tout ce que dit Alassane, c'est que après il y a une histoire de contrat qui définit la relation entre le producteur et l'artiste. Et en fait, dans la musique, il y a 3 types de contrats qui vont de celui qui est le plus demandeur au moins demandeur, à la fois en investissement du producteur, en accompagnement, et en contrepartie de laquelle tu as plus ou moins de rémunération en tant qu'artiste. Voilà, c'est exactement ça. Rassem aujourd'hui, tu me dis, Alassane, oh, je veux... Et moi, je vois qu'en Rassem, il y a un truc à faire. Je veux percer. Oriental, algéro-syrien. Aujourd'hui, ce qui se passe en Orient, il y a un truc à faire. T'as du bagou, t'as une personnalité, t'as une belle voix. Je décide de miser sur toi. Et il joue du piano. Et tu joues du piano. Je décide de miser sur toi. Mais aujourd'hui... Je suis une personne. Mais t'es déjà une personnalité publique quand même. Ah, ok. T'es pas un artiste, t'es pas quelqu'un d'inconnu. Oui. T'as déjà tes réseaux sociaux qui sont super forts. Donc dans la négo... Bah oui, ouais. En fait. Donc moi, je vais te dire, écoute, je te produis, je vais te donner 10%, 15%, mais je m'occupe de tout. Toi, si t'es bien accompagné, si t'es malin, tu vas dire, eh non, moi j'ai déjà des réseaux sociaux, j'existe déjà, j'ai déjà une personnalité. Je dis, ouais, mais c'est dur, ça n'a rien à voir. Hein. Tu sais que c'est dur de faire un rebranding. Et bon, mais c'est ça, en fait. Et à un moment, on va réussir à trouver un terrain d'entente en disant, ok, je vais investir sur toi, sur temps, mais toi, tu vas me dire, ok, mais moi, t'as vu, je veux garder mes droits, nanana, t'as vu, parce que j'ai vu à la télé, j'entends l'autre qui dit dans ce truc, je sais pas trop c'est quoi, mais je veux garder mes Fianso, c'est autoproduit. Voilà. Et moi, je vais te dire, toi, t'es pas Fianso. Parce que Fianso, quand il s'autoproduit, il connaît déjà tout. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il est tellement dedans et tout, etc. Donc ça fait qu'il connaît un peu, il connaît les tenants, il sait qu'il faut mettre de l'argent, il faut qu'il investisse de l'argent, il faut qu'il perde de l'argent. C'est pas juste sa voix, c'est pas juste sa musique, c'est pas juste sa qualité. C'est qu'à un moment, il va miser de l'argent sur quelqu'un, sur lui. Et la grande différence, souvent, c'est le rapport à l'argent, en fait. Bien sûr. Parce que tu vas mettre ton temps, tu vas mettre ton énergie, tu vas mettre ton aura. Oui. Mais c'est quoi qui va différencier? C'est, hey, j'ai pris des thunes, j'ai mis des thunes sur toi. J'ai mis 50 000 euros, même ton père, il les met pas sur toi. Oui. Ça, je veux dire. Donc, à un moment, c'est moi le producteur, en fait. Et si jamais tu veux produire avec moi, valorise ce que tu m'apportes réellement. J'ai tel réseau social, j'ai tel réseau, c'est moi qui ai amené le feat avec lui, nanana. Et c'est là où tu vas négocier un contrat d'artiste ou un contrat de copro ou bien différents points sur un contrat d'artiste. Mais c'est pour te développer toi, ta marque. Et quand tu seras plus avec moi, ta marque existera encore. Même si tu n'auras pas les masters de ce qu'on a fait ensemble ou pas. Ou Ah oui, ça vaut pour les masters qu'on va faire ensemble, mais après je te vais te propulser, tu auras 100% de ce que tu vas faire en spectacle. Bah, après, sur le deal, moi, est-ce que je vais prendre sur ton spectacle? Est-ce que je prends sur ton publishing? C'est une négo, ça aussi. C'est une négo en fait. Mais tu peux pas prendre à vie sur mes spectacles. Ah non. En fait, limité dans le les temps. contrats, c'est limité dans le temps. 2, 3, 4, 5, 7, 10 albums, mais c'est limité dans le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, imagine j'ai fait 3 albums avec toi, tu es libre, tu peux partir. En fait, Je t'ai propulsé maintenant. Tu es propulsé maintenant. Moi, en gros, j'ai les droits en fait de ce qu'on a fait ensemble. Mais maintenant, en fait, tu peux aller voir ailleurs. Tu peux aller voir. Et c'est là où, en gros, Ou tu prolonges avec moi. Ou tu prolonges avec moi, mais je pense que tu renégocieras les contrats. Oui. Ou moi, je vais bosser avec Rassem, il casse la tête, il prend trop de bandes passantes. En vérité, c'est pas rentable. Ce que je veux dire. Oui, oui. Tu vois, c'est ça en fait. C'est tout ça. Oui, ça a marché sur le brand, mais moi j'ai pas négocié le brand avec lui, donc Voilà. il est en train de faire sa life sans moi. Donc, Voilà. Et grâce à ça, aujourd'hui, bah, en gros, on l'a repéré pour un film parce qu'il est grave BG. Et finalement, moi, j'ai pas pris dessus. Puis en gros, il est plus dans sa carrière d'acteur que dans sa carrière de rappeur. Il n'arrive pas à me livrer des albums, mais par contre, il fait des films partout. Moi, je prends rien dessus. Non, je veux plus en fait. Ou bien, ok, mais d'accord, on fait 50-50 sur tout. Mais toi, t'as plus besoin de moi maintenant. T'as un nouvel agent qui te dit ça. Enfin, je veux dire, c'est tout ça en fait. c'est un game. Ah, c'est un game, mais c'est comme dans tout en fait. Ouais. À partir du moment où le contrat est terminé, bah, on renégocie. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que ça s'est bien pas passé? Ça s'est pas bien passé? Oui. Est-ce que on a une relation tellement forte
que, en gros, c'est le binôme qui a fait en sorte que ça fonctionne, etc. Ou est-ce que quand tu pars, t'es en croissance ou t'es en décroissance? Tu reviens me voir. Ben, c'est ça, en fait. Tu vois, c'est tout ça. C'est quoi les exemples de binômes qui marchent parce qu'ils sont binômes? Il y en a qui sont connus dans l'industrie comme ça? Je dirais pas binôme, mais des équipes. L'équipe d'Orelsan avec Scred et Ablay, l'équipe de Soprano avec Matteo et Jamali, et Mej aussi. En gros, c'est des équipes. Ça fonctionne parce que c'est des... Et en général, moi, dans ce que je vois aujourd'hui, les grosses équipes qui fonctionnent, il y a toujours le pendant crack dans l'ombre, en fait. Tu vas avoir un artiste qui est super fort, bah, tu vas avoir un gars dans l'ombre qui est super chaud, mais peut-être qu'il va pas être mis en avant. Et c'est lui un peu qui a la vista, mais il est dans l'ombre. C'est quoi sa force, ce mec-là? Qu'est-ce qu'il apporte quoi? Il apporte la partie business, genre l'autre c'est créatif. Ouais. Et ce mec-là, c'est quoi? C'est celui qui donne la strat en mode on doit faire une musique sur ça parce que c'est ce qui marche en ce moment, ou c'est plutôt les deals business de collab, etc. Sur quoi il va être bon? Bah surtout, ou bien ça va être sa capacité à aller chercher, en fait, les bonnes personnes, ou ça va être sa capacité à dire j'ai une vision sur un titre, il faut absolument que tu fasses ce titre-là. C'est une confiance, en fait. C'est-à-dire que enfin, moi c'est ma vision. L'artiste, aujourd'hui déjà, il a le pouvoir d'être artiste, en fait. Il peut pas avoir les pleins pouvoirs. Il doit déléguer ses pouvoirs à une autre personne. À une personne de confiance, mais aussi de compétence, en fait. Et celle-là, si elle n'a pas les compétences, c'est aller les chercher, en fait. Et c'est ça, en fait, c'est une compétence. De dire, OK, il faut qu'on aille chercher ça, il faut que toi, il te faut ça, toi, il te faut un nouveau truc. Toi, par contre, tu as vu dans ta musique, il va falloir, en fait, que sur les prods, il faut que j'aille chercher un nouveau compositeur, en fait. Toi, sur le business, toi, aujourd'hui, tu es dans un truc où je sais que tu peux aller là, je vais aller chercher aussi peut-être un agent, parce qu'en gros, je vois qu'il y a un truc à faire aussi sur le cinéma. Ou sur les réseaux sociaux, peut-être t'es pas trop présent, il faut qu'on te pousse plus. Voilà, qu'on te pousse plus, donc il faut chercher un bon CM, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ou bien tout simplement un mec qui est là depuis le début et qui donne des bonnes idées, mais qui a même pas tout ça, en fait. Mais en fait, il y a toujours moi, je pense qu'il faut vraiment... Il y a toujours un pendant dans l'ombre qui a une vista. Parce que si c'est que l'artiste qui a la vista, à un moment, ça va pas aller loin, parce qu'il a besoin de feedback. C'est limité, ouais. C'est limité, en fait. En fait, on s'en rend pas compte que c'est une équipe. On pense de l'extérieur qu'il y a l'artiste et on est fan de l'artiste, mais on voit pas que c'est une équipe derrière qui stratégise, qui réfléchit. Justement, toi, quand tu démarches des nouveaux artistes, est-ce que tu fais attention à l'entourage? C'est-à-dire qu'un mec qui peut être super fort, mais qui a un mauvais entourage, ça va jouer dans la décision de signer ou pas? L'artiste, c'est la partie émergée de l'iceberg. Oxmo Puccino m'avait dit un truc, c'est qu'en fait, on dit, il est bon, mais il a un mauvais environnement, il a un mauvais entourage. Mais tu choisis ton entourage. Tu choisis pas où tu nais, tu choisis pas à l'école à l'école où tu vas, mais à un moment, tu choisis de prendre ta carte de bus ou de dire je vais à telle école plus loin parce que je sais qu'il y a ça. J'ai choisi d'aller à telle salle de sport parce que je sais que je vais rencontrer ce mec. C'est ça, en fait, à un moment. C'est-à-dire qu'à un moment, ton entourage te définit aussi. Parce qu'à un moment, c'est toi qui choisis ton entourage, arrive à un moment. Est-ce que ça rentre, c'est un facteur dans la... C'est un facteur décisif. Ah ouais. Mais c'est un facteur décisif. C'est exactement comme le sport. T'as un bon joueur, mais il va pas à l'entraînement, il n'a pas de cadre, il mange pas, il n'a pas de rituel, il n'a pas de discipline, tu peux rien faire. Tu préfères prendre même un joueur moyen qui va progresser. Pourquoi? Parce qu'à un moment, il va faire, et à un moment, il va progresser. Après, il faut qu'il ait quand même quelque chose. Ça, je veux dire. Mais à un moment, si tu vois un artiste on en voit plein, des artistes qui sont super forts. En fait, aujourd'hui, l'artistique, c'est plus le problème. Regarde The Voice. Il y a une abondance de talent aujourd'hui. Mais il n'y a que ça maintenant. Nouvelle école. Nouvelle école. Tout le monde est fort maintenant. Ah ouais? Tout le monde est bon. Sur quoi se joue la différence alors? La différence se joue sur le cardio, comme je le dis. Sur le cardio et sur l'environnement. Et sur la capacité et la maturité de la personne avec qui tu parles, en fait. À qui tu parles et de l'environnement. C'est ça, en fait. C'est quoi le cardio? Le cardio, c'est de dire, bon, ok, peut-être qu'on va faire des traversées du désert. Le cardio, c'est faut qu'il ait une récurrence, en gros, sur ses singles pour un algorithme. En fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on demande à un artiste d'être presque un manager, en fait. Il doit comprendre les enjeux. C'est-à-dire qu'il doit pas être isolé. Tu demandes à l'artiste aujourd'hui d'être... C'est lui qui est le centre, en fait, qui doit galvaniser ses équipes autour de lui pour qu'ils puissent bosser avec lui. Donc, il doit prendre en compte. Oh. C'est comme un joueur de tennis. C'est comme un joueur de tennis. Aujourd'hui, un joueur de tennis, si demain, t'as pas un savoir-être avec eux, ils vont pas te faire gagner, en fait. Et c'est ça, un artiste. Ça a la capacité à s'entourer en disant, est-ce que je donne assez à mes équipes pour qu'ils puissent se donner? Parce que l'artistique, c'est tellement aléatoire malgré tout, en fait. Tu vois, on a les best practices, mais à un moment, grâce à TikTok aujourd'hui, à un moment, tu peux dire, il y a un truc qui pète sur TikTok, comment on fait? Et souvent, des fois, il y a des artistes qui ont pété trop tôt. Oui. Ils auraient dû péter plus tard. Comment ça? Aujourd'hui, tu as des artistes, en fait, qui ne sont pas encore arrivés à un niveau professionnel. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore arrivés à un niveau de maturité. Bim, ils lâchent, ils sortent quand même des titres. Ils sortent un truc, bim, ça pète sur TikTok. Ça devient super donc viral. Ça pète sur TikTok, donc ils décident de le sortir, et le son... les titres sont en train de cartonner. C'est un hit.
Mais tu te rends compte que l'équipe est pas prête pour ça. Comment il peut défoncer un succès comme ça? Qu'est-ce qu'il fait par exemple de mal? Parce que s'il est immature, c'est pas grave, il va juste sortir un dans 6 mois au lieu de sortir un autre dans un mois. Quand tu dis que c'est peut-être trop tôt, ça veut dire à un moment le son il doit rentrer en radio. Oui. Et pour qu'il rentre en radio, il y a des conditions. Aujourd'hui, peut-être que tous tes titres qui sont un peu moins hits, mais qui vont te construire, etc., c'est le moment de les sortir. Donc, il faut que tu aies une récurrence. Il ne faut pas que tu te dises, non, il faut que je sorte un prochain hit. Non, sors un prochain titre, tout simplement, en fait. Et c'est là où peut-être que tu vas envoyer peut-être autre chose. Ouais. Parce qu'en gros, un artiste, c'est un relief, c'est pas uniquement des hits, en fait. Même sans hit, tu dois pouvoir exister normalement. Et si tu existes qu'à travers des hits, ça veut dire que tu n'as pas de profondeur artistique, en fait. C'est aléatoire. Tu vois? Ouais. Ou juste, ils peuvent péter un câble et se dire, bah, regarde, moi j'arrive, dès mon début, j'arrive à être super fort. Tout ce que tu vas me dire, c'est de la conneries, je vais pas t'écouter parce que voilà. C'est-à-dire qu'il y a l'argent qui rentre et tu sais pas compter. En fait. Bim! En gros, bim, t'as un gros succès. En gros, tu as 150 minutes, 200 000 euros qui rentrent. T'as même pas encore créé ta boîte. T'achètes une Porsche. Tu connais même pas la différence entre des impôts et la TVA. Il faut aller sur Legal Tu vois? mais c'est tout ça, on parle de tout ça en fait. C'est tout. Que tu n'es pas assez structuré pour pouvoir capter ce succès. Pour pouvoir capter, exactement, pour pouvoir ingérer ce succès. Et ça crée des problèmes parce qu'en gros, il y a beaucoup d'argent. Qui dit beaucoup d'argent dit du drame. Des gens autour de toi qui vont te... Tu vois, et surtout, souvent, c'est des environnements où il n'y a pas beaucoup d'argent. Donc, quand il n'y a pas beaucoup d'argent... Ouais, tu te fais waouh. Voilà, c'est ça. On parlait d'éducation financière. Est-ce que tu as un environnement avec quelqu'un qui connaît un peu? On parle même pas d'être hyper éduqué financièrement, mais qui a une logique de dire, ok, là tu as de l'argent, garde ça pour investir. Attends, achète pas ça, parce qu'en tout prochain projet, en fait, va falloir que tu remettes du market. Si tu veux continuer à faire en sorte que ça fonctionne, peut-être que là tu l'as fait de façon organique, mais là, il va falloir peut-être que tu mettes un petit peu de marketing sur le prochain pour avoir un minimum de seuil, en fait, pour pouvoir continuer à avancer sans que ça soit une sortie catastrophique. Mais ce que tu dis de ouf, c'est que le talent est quasiment commodisé, quoi. C'est qu'il y en a beaucoup. La différence, ça se jouera sur la rigueur, la discipline, comme le fait tout. d'être régulier et d'être entouré, comme tout. Et finalement, c'est tout le côté un peu boring, ennuyeux que tu dois faire tout le temps qui fait la différence. Voilà. Et dans la musique, la chance du débutant, ça existe aussi. C'est déjà arrivé sur un truc de basket, t'arrives, t'as jamais fait de basket, tu mets 2-3 points, etc. Mais tu sais très bien que là, c'est la chance du débutant. Ouais. Mais pour faire cette chance de débutant tout le temps, il va falloir travailler à un moment. Entraînement, tu dois shooter tous les jours. Entraînement, feedback. Ouais. Et à un moment, l'entraînement, c'est quoi? Est-ce que tu dois sortir des titres qui sont visibles? Parce qu'il y a des artistes qui ont énormément de titres, mais à un moment aussi qui ont l'apport de dire je dois sortir un titre. C'est comme si tu avais eu 20 et tu veux absolument avoir 20. C'est pas comme ça. Si tu as 14, c'est bien déjà. Oui. Je veux dire, pour avoir 20, il faut que tu aies 12, 14, 16, 14 et 20. Et c'est ce qu'on essaie d'expliquer. Et là, nous, on est là pour ça, à expliquer que c'est sur la longueur. Peut-être que tu vas pas avoir un hit, mais tu vas avoir 2 titres qui ont tellement profondément touché les gens que grâce à ce titre-là qui n'est pas un hit, tu vas faire plein de concerts. Donc ça t'arrive de croiser un mec exceptionnel en créativité, en artistique. Par contre, tu vois que c'est un mec un peu instable, mal entouré et tout. Tu te dis, oula, je touche pas à ce truc-là. Parce que je vais dégager beaucoup moins avec ce mec qu'avec un gars régulier qui est capable d'avoir des 14 tous les jours. Et de temps en temps, si on a de la chance, on a 18 et on va péter le champagne. Ça dépend où je me place. Parce qu'aujourd'hui, moi, dans ma place aujourd'hui, je bosse à Warner Music où en gros j'ai des chiffres à rendre. Quand tu as un hit qui pète, tu veux aussi les récupérer. Tu vois, donc tu es dans un truc où tu te dis, malgré tout, à un moment quand même, il y a le facteur chance et il y a le facteur random quand même, où tu dis, ok, je vais miser sur ce titre-là. Et tu mises sur des titres et tu mises sur des artistes. Mais en gros, tu mises quand même, en fait. Parce qu'à un moment, tu sais pas. Parce que peut-être que sur la route, il va rencontrer Rassem qui est super carré, et puis il va le cadrer, il va tout comprendre. Ou bien finalement, il a fait que ces singles-là, mais il crache tellement le single qu'à un moment, c'est quand même de la renta, en fait. Oui. Tu vois? Donc ça dépend où je me place. Et à un moment, oui, nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir l'artiste qui va être là sur la longueur. En gros, tu sais qu'eux, ils vont faire plusieurs hits. Tu vois, pourquoi? Parce qu'ils ont une proposition artistique, ils sont passionnés, ils essaient de s'entourer, et puis t'as pas besoin d'être parfait pour pouvoir gagner. Et c'est ça aussi, il faut enlever. Tu vois, comme je dis tout le temps, Léonard de Vinci disait qu'une œuvre, ça s'abandonne, ça se termine pas. Et souvent, moi, en gros, je suis en face d'artistes et de producteurs indépendants qui veulent avoir la perfection. Et pour moi, il faut avoir la culture de la deadline. Tu dois rendre ton album. Ils s'acharnent trop, quoi. Ils s'acharnent trop, pourquoi? Parce que c'est là... En fait, il y a un mec qui me disait, je me rappelle plus son nom, si t'es 100% satisfait de ton projet, c'est que tu l'as sorti trop tard. C'est vrai. Il faut avoir le papillon dans le ventre. Je sais pas ce que ça va donner. J'ai pris des risques. C'est là où t'es un artiste et t'es pas un produit. Ah ouais, pas mal. Et là où t'as la grande différence, t'as commencé il y a presque 30 ans dans la musique, c'est que maintenant il y a la data qui réduit le risque. Alors qu'est-ce que ça change la data? Ça change tout. Ah ouais?
Qu'est-ce que vous avez comme data et qu'est-ce que ça C'est change? une aide à la prise de décision. Le problème, il faut que ça reste une aide. Parce qu'en gros, Faut c'est pas pas tout la miser data sur qui la doit prendre La décision à ta Parce que la data, c'est un médecin légiste, comme je dis. La data, c'est des chiffres par rapport à d'autres choses qui ont été créées, qui créent une data, en fait. Tu vois, bon, ouais, ok, ça a marché, pourquoi? On y va, on va dessus. Oui, mais pourquoi ça a marché? Le why, il est important. Le pourquoi ça a marché. Et nous, il faut qu'on analyse aussi ça. Mais la data aussi, c'est important. Parce qu'en gros, ça va nous aider à être un peu plus précis. Mais quand elle est dans la data, à un moment, tu vois pas ce qui se passe, en fait. C'est comme dans tout. C'est quand est-ce qu'il faut la lire? Il faut avoir assez de data pour pouvoir... En fait, il faut avoir une taille critique de data pour dire, OK, j'ai la data. Attends 5 titres ou 10 titres ou attends vraiment où tu as plein. Il faut des données. Plus tu as des données sur la longueur, plus tu pourras faire une bonne analyse. Parce que nous, par exemple, on regarde combien de temps les gens restent dans la première minute. Voilà. Est-ce que beaucoup de gens restent la première? Quand est-ce qu'ils décrochent et Le tout? replay value, nous aussi, on a ça. C'est quoi Sur les titres, vous regardez ça? oui, Ouais. bah oui, on a ça, on a tous ces trucs. C'est quoi les replay value? C'est qu'en gros, combien de fois Je l'ai réécouté. il a réécouté. C'est vrai que par contre, tu mets en boucle. En fait, sur les titres, ils duraient 3 minutes, 4 minutes. Donc ça fait qu'en fait, il y avait ce truc-là en disant, bon, le titre, il faut qu'il arrive à 30 secondes. L'efficacité, l'édit, en fait. Qui était imposé par les formats des radios, en fait. Qui était imposé par les formats des radios. Maintenant, c'est même plus les radios qui imposent ça. Aujourd'hui, c'est les jeunes qui imposent ça, en fait. C'est l'attention, en fait. T'as raison, qui est courte. Avant, je le dis pour les gens qui nous écoutent, avant la musique, il n'y avait pas de limite de 4-5 minutes parce que tu pouvais faire une musique de 15-20 minutes quand c'était très... Et ensuite, la radio a imposé que les musiques fassent que 3-4 minutes parce qu'ils voulaient glisser de la pub entre chaque truc. Voilà. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de radio qui dicte ça. Mais non. Mais l'attention des jeunes est encore plus réduite que 3 minutes. Mais ce qui est passionnant, c'est que de toute façon, dans l'histoire de la musique, tous les formats de musique ont été dictés par des avancées technologiques, en fait. Quand le CD est apparu, de cette musique-là. Le médium de diffusion. Ah ouais. C'est exactement ça. Et aujourd'hui... TikTok, mec. 1 minute. Aujourd'hui, TikTok, entre autres, mais TikTok principalement, fait que, est-ce que c'est TikTokable ou pas? C'est-à-dire que toi, tu vas dire ça, c'est un hook TikTok. Finalement, ça va être un truc que tu n'avais pas vu venir. Juste l'intro, tu avais fait... Bah, c'est ça qui va prendre. Ça devient une tendance. Et c'est ça, en fait. Et aujourd'hui, il n'y a personne qui arrive à maîtriser TikTok. Et c'est ça aujourd'hui, le nouveau truc que tu dis. Tu vas faire un format avec un refrain super efficace. Ils vont même pas calculer ton format. Ton refrain super efficace. Un truc que tu n'as même pas calculé. Un truc de con. Tu vois ce que je veux dire? Quand je dis un truc de con, c'est pas péjoratif. Oui, mais juste juste que tu n'as pas calculé de ouf. Tu n'as pas calculé, c'est ça qui va prendre. Et c'est ça qui est magnifique aujourd'hui. C'est de la magie noire. Mais, encore une fois, il y a des artistes qui sont pas TikTokables, qui ont une vraie carrière, en fait. Et celui, en gros, moi, vraiment, pour moi, il y a l'avant-après Stromae. À tel point que tous les styles musicaux se l'appropriaient. Ouais, Stromae fait un peu de rap, mais non, il fait de l'électro, mais non, il fait de la chanson française, etc. Parce qu'il a réussi à mettre de l'intelligence dans sa musique et réussi à faire des hits, en fait. Et à un moment, c'est, ouais, quand tu fais des hits, tu fais de la merde, ou soit tu fais de la musique intelligente. Et lui, il a réussi à avoir cette... Grand public, c'est de la merde. Intelligente, c'est une niche. Alors que n'importe quelle personne qui connaît la musique dira Stromae, c'est grave chaud. Ouais. Parce qu'en termes de ce qu'il a donné en termes d'image, ce qu'il a donné en termes de musique, ce qu'il a voulu donner en termes de, tu vois, il a fait plus dur. Orelsan, il est dans ça aussi. Ouais. En fait. Il arrive à faire très smart, mais en même temps très grand public. Voilà, très grand public. C'est le Graal. Mais quand tu grattes un peu, tu dis ah ouais. C'est profond. Ah ouais, il l'a pas fait en 3 secondes en fait. Et même s'il a fait en 3 secondes, il a réussi à l'optimiser pour faire en sorte de faire croire qu'il l'a fait en 3 secondes. En fait, ça a l'air facile. Voilà, c'est ça l'artistique. En fait, Jordan ou bien Curry, là, quand il fait des shoots, toi tu vas faire 1000 shoots par jour, il va en faire 5000. En fait, 5000 par jour fois 3 ans, donc il va en faire 5 fois plus que toi. Et quand il fait ça, il te fait croire que c'est facile. Il faut pas qu'il montre qu'il sue. Il faut que ça soit normal. Il faut que ça soit génial. T'as écrit un couplet en 10 secondes. Ouais, c'est clair. Ton couplet que t'as écrit en 10 secondes. C'est des heures et des heures et des heures de travail qui fait que, bim, ça percute et t'as l'impression que tu l'as fait. Ouais, je comprends pas, je l'ai fait en 10 secondes, ça a cartonné. Mettez 10 secondes là. C'est des années de travail, ça. C'est de l'automatisme, en fait. C'est des années de travail et c'est ça, en fait, qui est important. Quand t'atteins la maîtrise, ça a l'air naturel. C'est pour ça, moi, je parlais avec un très grand designer et je lui ai demandé comment il facturait, justement. Un designer de logo, d'identité visuelle. Il dit, je fais des forfaits parce que c'est comme tu dis, c'est les 20 ans de travail que j'ai derrière parce que le logo, je peux te le sortir en 3 secondes. Oui. Mais si je facture au temps réel, je vais pas facturer à 5 minutes de travail, quoi. Ce que je facture, c'est les 20 ans que j'ai passé avant. Exactement. Tu avais un invité, là, le directeur, l'ancien directeur commercial de Coca. Quand il parle de Lagerfeld, là, oui. Voilà. Il a dessiné dans la soirée. Il a pris son crayon et en 30 secondes, il a dessiné la bouteille et ensuite il l'a confiée à ses équipes. Sa touche d'artiste. C'était vraiment sa touche d'artiste et la bouteille était magnifique. C'est probablement la plus belle bouteille. La bouteille ressemble à une silhouette en plus. Absolument. À sa propre silhouette. Ouais. Tu crois qu'il a emmagasiné pour faire ça de façon instinctive, parce que l'instinctif, comme on dit instinctif, on croit que c'est au hasard, on croit que c'est random, non?
Et c'est ça en fait. Oui. Arriver à l'état de grâce, comme on dit. Pour arriver à l'état de grâce, il faut souffrir, il faut souffrir, il faut souffrir. Dans le c'est flow, tu rentres dans le flow ça. après. Exactement, c'est ça. Et alors, justement, toi, ça fait 30 ans que tu fais ça. Tu as traversé toutes les périodes. Tu étais avant le streaming, data, tout. La musique, elle a changé 20 fois. Le rap, il a changé 20 fois. Comment on fait pour rester à la page? Comment on fait pour rester pertinent? Comment on fait pour évoluer? Moi, en fait, mon cheat code, c'est que si j'apprends pas plus que j'enseigne, je me barre. Il faut que j'apprenne plus que j'enseigne. De quoi? Tout. C'est-à-dire que lorsque je suis dans un échange, si je me rends compte que je donne plus et qu'on me renvoie pas, et ça peut être un petit peu, 20 ans, 15 ans, si jamais j'ai pas... D'un artiste? Que ce soit un artiste ou une personne, en fait. Ok. Qui fait qu'à un moment, tu es dans un truc où tu te dis, OK. Ça m'enrichit personnellement, quoi. Voilà. Genre, C'est-à-dire que nous, on se trompe, en fait. On croit que la nostalgie, c'est quelque chose de... Tu vois, avant... Non, mais t'avais 20 ans, en fait. À 20 ans, t'es pas fini. T'es fini à 27 ans, 28 ans. Oui. Donc la musique que t'as écoutée à 20 ans, le truc que t'as écouté à 20 ans, tu crois que c'était mieux? Non, c'était pas mieux. C'est juste, en fait, un prisme, un truc qui fait que... Et tu vas rester sur ça parce que t'as des bons souvenirs. Mais à un moment, il faut que tu te dises quoi, tout simplement? C'est que je ne connais pas cette musique, je débranche. Il y a un mec qui m'avait dit un jour, l'expérience, ça sert trop souvent à éclairer les lanternes du passé. ouais. Moi, j'ai fait tellement de trucs, en fait, dans ma carrière qui n'ont pas marché. Et souvent, je vois d'autres personnes le faire en 2025. Ils pensent que c'est une idée de ouf. En fait, ils le font, ça marche. Et s'ils m'avaient écouté, frérot, des branches, je l'ai fait, ça marchait pas. Peut-être que l'exécution était pas bonne, peut-être que le marché n'était pas arrivé à maturité, peut-être que tu étais au mauvais endroit, peut-être que tu n'avais pas les mêmes outils, peut-être que le petit aujourd'hui, bah en gros, toi, quand tu penses 6, lui, il pense 18, parce qu'en gros, il a une capacité à faire les choses beaucoup plus, parce que moi, quand je vois mon fils aujourd'hui à 21 ans, sa maturité de réflexion, j'ai commencé à l'avoir à 31 ans, 32 ans. Tu vois? Pourquoi? T'es bien entouré. Parce qu'en gros, il a été stimulé, en fait. Tu l'as bien coaché, hein. Bah, pas que moi. Je Ouais. le mets dans un environnement. Parce qu'en gros, si c'était que moi, à un moment, j'ai mes limites. Hein. À un moment, t'as le bon message, il faut plusieurs messagers. Hein. Tu sais comment ça se passe. Hein. C'est pas... Ça passe parfois mieux par quelqu'un d'autre. Mais ça même pas parfois mieux. Tu restes son père. Donc quand tu lui dis ça, c'est pas stylé. Donc, C'est clair. c'est normal. Lui, il voit toute la partie immergée de l'iceberg. Ça, je vais pas le faire, ça, en fait. Tu vois, lui, il voit aussi quand tu prends la médaille, mais il voit tout ce qui s'est passé derrière pour prendre la médaille. Il dit, oh, Ouais, ce qui est marrant, c'est que tes deux enfants, il n'y en a aucun qui se destine à un truc artistique. non. Non. En fait, en tout cas, qu'ils sont pas dans un truc, qu'ils veulent faire de la musique ou bien, tu vois. Non. Il y a Ils sont encore le beaucoup dans le sport, ils sont beaucoup dans la réflexion, dans les études, dans le ping-pong intellectuel. Ça, c'est ma fierté. Mais après, on sait pas. Hein. Peut-être ma fille elle Oui. peut me dire demain, tu vois, avoir une activité artistique aussi, ça éveille d'autres choses. Tu as fait du piano. Très Moi, tard, je me moi. dis peut-être que j'aurais dû dire... Tu vois, je parlais à un moment avec la maman de Sofiane Pamar, par exemple, qui dit que dès le début, elle était en mission. Elle a dit, moi, les enfants, ils vont faire de la musique, en fait. Il va faire du piano, elle va faire ci, elle va faire ça. Et moi, je trouve que ça tue, en fait. Comme le père des sœurs Williams, quoi. Voilà. Putain, ce film-là, il m'a touché de ouf. Film émotion comme ça, là, tu vois, et tout. Là, ça m'a... Après, maintenant, il faut programmer, en fait. On est dans un truc où, peut-être que ça peut sembler... Mais maintenant, de dire ces mots-là, en fait, ça peut sembler inhumain. Mais en gros, à un moment, tu sais que déjà que tout ce que tu vas programmer, en fait, bah, entre ce que tu vas programmer et ce qui va se faire, il va y avoir un gap énorme. ouais. Mais si tu programmes rien, ce sera encore pire, en fait. T'as raison. C'est ça. Mais j'avais vu un truc sur le fait que plus tu vieillis, plus tu regardes, tu écoutes que les musiques anciennes de ton enfance. C'est les mêmes musiques un peu vieilles que tu réécoutes. Alors que quand t'es jeune, il n'y a pas un truc comme ça où tu es beaucoup plus ouvert d'esprit et donc tu écoutes beaucoup de nouvelles musiques qui sortent. Je crois que c'est ça, ouais. Je crois que, comme tu disais, je crois que le goût, il se fige à 27 ans. Ah voilà, se donc cristallise après avec 27 le ans, tu commences, tu Je écoutes pense qu'il y a un truc que... dans le cerveau à 27 ans, en fait. Ouais. Ton cortex à 27 ans, il est les trucs et tout. On demandera à Thierry Lauré. Ouais, voilà. Mais en fait, en fait, tu dis c'est quoi la recette pour pouvoir traverser les époques? C'est tout simplement connaître les époques. Tu dois Et être être hyper curieux. ouvert d'esprit, quoi. Tu Bah, dois en, pas te figer. fait, sans fausse humilité, moi, je suis pas quelqu'un qui connaît énormément de choses en profondeur. Mais j'aime bien capter et boire des gens, en fait. Et en gros, j'ai cette capacité-là, je me suis rendu compte, à pouvoir vulgariser des choses rapidement. Par exemple, on va parler d'une chose, je vais arriver en rendez-vous, je vais utiliser, en fait, le terme dont tu m'as expliqué, je vais tout de suite le mettre en pratique. Ouais, tu ouais. vois? Et même avant, je pensais que c'était presque une imposture, ça. Et je me rends compte que c'est une force aujourd'hui, en fait. Je vais avoir un pote qui a lu le bouquin, moi je vais pas lire le bouquin. Je vais dire, vas-y, résume-moi le bouquin, Il va me dire 2 ou 3 phrases, ça va tellement percuter que finalement je vais mettre à toutes les sauces. Tu vois? Et les artistes, ils t'apportent quelque chose quand tu les rencontres, quand tu parles avec eux, etc. Genre, il y a leur musique et tout, mais
Qu'est-ce que t'apprends d'eux? T'apprends d'eux les tendances, t'apprends quoi d'eux? Les comportements, en fait. Comment ils font la musique, comment ils écrivent la musique, comment ils s'inspirent. comment ils conçoivent la musique. Qu'est-ce qui a changé, toi, depuis le début, justement, sur les artistes? Qu'est-ce que c'est qui t'a choqué récemment, justement, dans ça? Moi, ce qui a changé, par exemple, que beaucoup d'artistes, leur nouvelle façon de faire, 80% des artistes ne reviennent pas sur leurs chansons. C'est-à-dire que moi, par exemple, je vais avoir une chanson, je vais dire, ok, c'est la V0 de la chanson, en fait. Là, le couplet il est super bien, le truc il est efficace. Par contre, là, il faut un peu réécrire, il faut un peu faire ça. Souvent, les artistes débranchent et disent, je préfère refaire un autre son directement. Mais entre guillemets, c'est que souvent, tu arrives sur un truc où potentiellement ça peut être un truc de ouf. Et en gros, tu n'arrives pas à faire en sorte qu'ils aillent au bout de ça, en fait. Ils n'ont pas cette culture-là. Par contre, ils ont la culture de faire énormément de titres. Tu vois? Moi, ce qui me choque, tu as signé Tiakola. Ouais. En l'espace de 2 ans, je ne sais même pas le nombre de projets qu'il a sortis, quoi. En solo ou avec Genesio, avec Choral BDLM. Voilà. Il n'arrête pas. Mais tu vois, tu donnes un très bon exemple. Des feats tu dans vois, tous les sens. Là, en fait, tu donnes presque une exception. Enfin, je vais pas dire une exception, mais Tiakola, en fait. Mais c'est un bosseur aussi. Mais c'est même pas, c'est un bosseur aussi. Ouais. Le mec, il est Bon programmé. exemple. C'est-à-dire qu'il est en sport de haut niveau. C'est une machine. En fait, la musique, c'est un sport de haut niveau. La musique, c'est un sport de haut niveau. Et comme tu as beaucoup d'informels, c'est la fête et tout, etc., et tu dois toujours montrer que tu es cool et tout, etc., que tu le fais en fumant sans t'en C'est rendre compte. paradoxal, ouais. Et c'est ça, en fait, le vrai piège. Alors, j'avais écrit, on m'avait demandé d'écrire la bio de l'album avec Gazo et Tiakola. Ouais. Et j'ai parlé avec eux. Et Tiako, c'est vrai que je me rappelle maintenant, c'était déjà une rosta de ouf. Il prenait des cours de français et il prenait des cours d'anglais. Alors qu'il était au top, mais cours de français pour avoir des meilleures richesses de vocabulaire, meilleures formulations. Dingue. Des Wow. cours d'anglais pour l'inter. Alors que quand tu le vois de l'extérieur, un mec qui fait la fête tout le temps, t'as l'impression que c'est lazy, il est chez lui en train de fumer, etc. Ça, c'est le lifestyle qu'il faut envoyer. Mais en Ouais. gros, quand En fait, tu te rends pas compte quand qu'il on bosse. connaît tous les grands artistes, on sait très bien que c'est du travail. Le travail, finalement, devient de la poésie. Oui. C'est ça qui devient de l'art. En fait, tu fais, jusqu'à un moment, tu as l'état de grâce qui fait que ça devient artistique, en fait. Et aujourd'hui, quand tu vas avec un Tiako, son run, mais il est trop concentré. Il est concentré artistiquement et aussi là où il veut aller, en fait. C'est-à-dire qu'il a un 5-year plan, en fait. C'est-à-dire qu'il est dans un truc où il sait ce qu'il a à 5 ans. Et la réalité, c'est que quand tu bosses avec des artistes et des producteurs, ils ont pas une vision à 2, 3, 4 ans. Même si c'est des rêves qu'ils ambitionnent, mais c'est quoi dans 5 ans? Non, moi je vais faire ça, et je vais tout faire pour y arriver. Tu vois ce que je veux dire? Et Tiako là, en fait, il a cette vision. C'est pour ça que pour moi, au-delà de même la musique, et je pense que sur la musique, il est en train de faire un truc de ouf, mais son mindset, il aurait fait autre chose, il l'aurait pété. Ouais, Il aurait fait autre chose, il aurait pété. T'as raison. Il avait C'est été ça, en fait. footeux de haut niveau d'ailleurs. Voilà. Il avait Et gagné. et même ce qu'il dit dans le foot, il dit qu'il était pas trop sérieux dans le foot et que ça, en fait, c'est pour ça qu'il a pas été aussi loin dans le foot. Et en gros, il le dit dans les interviews que si j'avais su, j'aurais pris le foot au sérieux et je fais de la musique. Je fais de la musique ça en fait, je prends la musique au sérieux en fait. Mais comme la musique c'est pas un truc sérieux, c'est que tu dois montrer que... Et c'est ça en fait qui est dangereux, c'est que ça semble pas sérieux. De l'extérieur. Mais c'est de l'expertise, c'est de l'ingénierie en fait la musique. Mais c'est pas ça, comme c'est pas visible, ça n'inspire pas les gens sur le côté travail, parce qu'on voit pas l'artiste dans son atelier en train de bosser, de refaire, d'écouter les tendances, qu'est-ce qui se passe, etc., de s'inspirer. Du coup, les jeunes, ça leur donne pas un exemple, un Exactement. rôle modèle de travailleur, ça donne le Exactement. rôle modèle de la fête, Exactement. de lunettes de soleil, fiesta, voiture Voilà. de luxe. Et en fait, ça montre pas. Il faudra peut-être mettre de la lumière. On monte pas cette... Tu fasses un documentaire sur ça, toi. Tu vois, un Gims. Oui. Gims, c'est-à-dire que là, il est en train de faire un truc, là, en ce moment, il est en train de tout péter. Mais avant qu'il pète tout, il a fait une petite traversée du désert. Et même avec sa traversée du désert, ce qu'il a réussi à faire dans la musique, c'était déjà une dinguerie. C'est-à-dire qu'il avait déjà fini le jeu, en fait. Il avait déjà fini le jeu, en Wow. fait. Que ce soit en variété ou que ce soit en rap, c'était une dinguerie. Et là, en gros, ce qu'il est en train de faire, et les gens pensent que c'est de la chance. En fait, c'est de la chance ou du talent. C'est un bosseur, mais sauf que les gens, en fait, lorsqu'ils sont passionnés par quelque chose, ils ne se rendent pas compte de la souffrance. Ouais, Quand tu es exactement. passionné par un truc, tu vas pas leur passer, en fait. Mais les heures et les heures que tu engranges, parce que Tu encaisses la souffrance. l'enthousiasme. Ouais. Tu vois, il y a un truc qui parlait de l'enthousiasme. Tout est question d'enthousiasme. Quand tu es enthousiaste, tout ce que tu fais, tu le fais, mais d'une façon, en fait, où l'heure, en fait, c'est 1 minute, en fait. Trouver ton enthousiasme. Qu'est-ce Ouais. qui t'enthousiasme? Et vas-y à fond. Tu seras mieux que tout le monde. Tu seras mieux, parce que tu kiffes déjà, en fait. Ouais. C'est-à-dire que C'est pas une dans- souffrance, ouais. C'est pas une souffrance, tu kiffes, tu vois. Et au-delà de l'enthousiasme, en fait, déjà, pour moi, la première chose, c'est l'enthousiasme. Et encore une chose, lorsque tu mets un sens à ta souffrance, tu vas beaucoup plus loin. Pourquoi je souffre là? Parce que pour aller là et là et là et là. Quand c'est pas trop enthousiaste, pourquoi je fais ça? Je fais ça parce que c'est important pour moi Ouais. pour atteindre ce truc-là. Tu Clairement. vois, après, ça fait très...
Ça fait gourou. mindset de sportif et tout, etc. Oui. Mais c'est un mindset de sportif qu'il faut avoir. Ouais. C'est un mindset d'entrepreneur Tu aussi. vois Oui. Tu vois, les gens, ils parlent de t'as vu Benzema, ce qu'il arrive. Si tu vois, en fait, la trajectoire de Benzema, à un moment, lorsqu'il était au Real, comment avec Cristiano, comment il souffrait. Et après, finalement, sur sa fin de carrière, il arrive à avoir un ballon d'or. Il arrive à avoir une Ligue des Champions, 2 ligues. Mais c'est une dinguerie. Parce que les mecs, ils sont mindsetés de fou. Et c'est là où, à un moment, il y a tout un environnement. En fait, qu'il faut avoir quand tu parles de coach mental. Dans le sport de haut niveau, c'est normal. Mais dans la musique, la santé mentale, dans le sport de niveau, c'est normal. Dans la musique, c'est pas normal. Alors que tu prends des petits qui sont là, qui s'amusent. Du jour au lendemain, ça pète. Ils ont plein de choses qui arrivent. Ils ont pas réglé l'environnement, le cadre et tout, etc. Donc, ils pètent des plombs. Donc, leur temps va être à gérer des choses qu'ils ne doivent pas gérer. Alors que lui, il doit être là à préparer son ingénierie artistique, en fait. Il faut que tu intègres la santé mentale dans le monde musical. Hein. Parce que en sport, c'était pas le cas il y a 2 jours. Hein. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui en parlent. Et puis, il y a plein de choses qui sont faites en ce sens-là. En fait, c'est que du jour au lendemain, t'es pas connu. Tu te partages un steak frites à 700. Et du jour au lendemain, boum, t'es connu. Bim, t'es connu de partout, etc. Et l'argent n'est même pas encore arrivé. En fait, tout le monde te connaît, tout le monde croit que t'es blindé et l'argent n'est pas encore arrivé. Et finalement, tu vas même pas prendre l'argent que tout le monde croit que tu prennes. Et toi, tu dois absolument faire croire que tu prends cet argent-là. Donc, tu vas cramer de l'argent en disant, mes potes, ça c'est problématique. Hein. Que ce soit dans les milieux pauvres ou les milieux riches. Hein. T'as une posture à avoir, en fait. J'ai une posture d'artiste à avoir. Je dois entertain. Je dois entertain dans tout. Et c'est ça qui est fatigant. Ouais. Pourquoi est-ce que l'argent n'est pas encore arrivé ? Parce que entre le moment, quand ta musique est en train de péter et quand tu la récoltes, il se passe un temps. Les redevances et tout, etc., il se passe 3, 6 mois, 1 an. Les écoutes, et même souvent, ça génère énormément, mais toi, peut-être que t'as un mauvais contrat. Tu vois ce que il faut attendre que tu changes de contrat, que tu fasses d'autres hits. Ou bien t'as un hit, mais finalement, t'as pas encore créé. T'as mis ça sur toi, mais t'as pas encore créé ta boîte pour faire en sorte de recevoir l'argent. Et c'est là où les Legal Play, ça arrive. On a trouvé un lien. Je te ramène un cabis en 3 heures. Tu vois, c'est ce qu'on va te demander maintenant. C'est clair. Waouh. C'est complexe, hein. Parce qu'on a l'idée du mec qui écrit, il enregistre, ça va sur Spotify, l'argent rentre. En fait, c'est et ça. Il va à Bali. Il y a cette simplicité-là. Oui. Mais aujourd'hui, t'as des gens qui sont inconnus, qui font. C'est fou. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas pété, qui vivent de leur musique. Oui. C'est ça qui fait toute la différence maintenant. C'est qu'avant, oui. T'étais intermittent, tu galérais, tu devais faire des. Maintenant, aujourd'hui, t'as des gens qui n'ont pas forcément pété, qui ont leur communauté, qui ont en fait identifié leur communauté, en fait, qui font détourner et qui sont indépendants, mais qui ont leur tournée. Ils ont leur niche. Qu'ils ont leur niche. Et puis qui vivent de leur musique et qui prennent des 100, 150 000, 200 000 euros par an. Et toi, c'est ton parcours, c'est comme ça que tu as commencé, puisque avec Medine, Aydin Records, vous avez créé une structure à taille humaine avec une économie viable. Exactement. Où tout était justement calibré par rapport aux ventes que vous espériez, par rapport à la réalité économique. Et d'ailleurs, moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est dans ta première partie de carrière, vous avez ce label-là. Et tous les rappeurs, parce qu'il y a plusieurs artistes dans le label, ils travaillaient au label, mais ils travaillaient de façon salariée avec des vrais jobs à côté. Exactement. On ne pouvait pas se permettre de dire on va payer quelqu'un d'autre pour faire le truc. Et tant que la musique aujourd'hui, tant que tu ne vis pas de ta musique, viens, tu fais autre chose. Medine, c'était le gars de la com. Brave, il faisait l'infographie. Thiers, Mamadou, il faisait la compta. Et c'est comme ça qu'on faisait. Et en gros, c'est-à-dire que quand tu fais ça, en fait, tu es dans la réalité, en fait. Tu développes ton artistique, mais tu te rends compte de la réalité. Donc c'est énorme, en fait, ce que tu apprends, en fait. Et arrive un moment, en fait, quand tu fais tout ça, au bout de 4, 5, 7, 10 ans, en fait, tu te rends compte que tu as développé des capacités de malade, en fait. Et tu te dis, quand tu vas rencontrer des gens en disant moi, j'arrive à faire ça, j'arrive à faire ça, j'arrive à faire ça. Pourquoi ? Parce qu'en gros, t'avais mindseté le truc différemment, en fait. Et nous, pourquoi on a fait ça ? C'est juste en dépit. Tu vois ? En gros, lorsqu'on va faire un label indépendant, non, c'est pas vrai. On voulait signer, nous. Le pire contrat de la Terre, on l'aurait signé, en fait. Sauf qu'à un moment, on voulait pas nous signer parce qu'on venait de province, on avait une musique qui était un peu différente, on n'était pas radiophonique, et puis et donc ça fait qu'on a décidé de faire les choses par nous-mêmes. Et c'est là où on a beaucoup appris. Et même avant d'avoir Medine qui émerge, on nous reconnaissait par notre capacité à bien travailler, en fait. Et tu as été aussi justement des premiers à structurer une distribution à l'échelle nationale pour les indépendants. Ah oui. Et moi, il y a un épisode dont je veux parler, c'est que vous avez une période, justement, où avec le disque, les tournées, vous vivez bien. Et il y a une activité qui décolle, c'est le merch, en fait, le textile que vous montez avec Medine. Avec une marque qui s'appelle Le Savoir est une arme. LSA, Le Savoir est une arme. Et des t-shirts, tu as peut-être connu, écrit I'm Muslim, don't panic, qui ont été archi-cultes. Everyday I'm Muslim, on avait repris une phase de Rick Ross qui disait Everyday I'm Hustling. Et nous, c'était une chanson qui s'appelait Everyday I'm Hustling. Et nous, on avait changé, c'était Everyday I'm Hustling. Nous, on avait dit Everyday I'm Muslim. et ça avait cartonné. Non, mais je me rappelle de cette époque-là, je vendais tellement de t-shirts que je pensais que ça allait jamais se terminer, en fait.
qui n'allait jamais s'arrêter. Mais en fait, c'était un métier connexe. Parce que comme en fait, on était en indépendant et ensuite après, on avait décidé. Puis moi, en gros, financièrement, c'était la merde. J'apprenais et je faisais des grosses erreurs parce qu'en fait, tout simplement, c'est qu'on développait tellement qu'à un moment, on se rendait pas compte, je savais pas c'était quoi un fond de roulement, je faisais ce que je pouvais. Alors comment ça s'est terminé? Est-ce que tu peux parler? Parce que je sais que c'est un passage de ta carrière aussi qui a été très formateur, très instructif. Ah ouais, comme tu dis, quand tu merdes, t'apprends. T'as vu comment j'ai dit? Je dis formateur, instructif. Bah oui, c'est formateur. Mais Moi, bon. je dis là où ça le fait le plus mal, c'est là où t'apprends. C'est la douleur. C'est quand tu perds ça, beaucoup j'ai- d'argent, c'est pour ça, des trucs ouais. comme ça, tu vois. C'est pour ça que tu parlais de souffrance et... Mais en fait, voilà, après, t'as deux façons d'agir par rapport à ça. Soit t'es Soit ça te traumatisé, détruit, soit t'es ça te détruit, traumatisé, ou soit à un moment, c'est la galvanisé, tu te résilies, puis après, tu Ouais. avances. Moi, en l'occurrence, ça m'a aidé à aller beaucoup plus loin. Je me dis, bon, j'ai compris comment ça fonctionne, et il n'y a pas mort d'homme. En fait. Ouais. La réalité, c'est qu'il n'y a pas mort d'homme parce que j'avais rien. J'avais pas d'actif, donc ça fait que quand ils sont venus me voir, il n'y avait rien. Tout simplement, à un moment, nous, on décide de signer avec Because Music, qui était le gros label indé, avec toutes les stars du rap. T'avais Safe You, t'avais Kenerkana, t'avais Tandem, t'avais Mac Taylor, etc. Et nous, on voulait absolument signer en fait, dans une majeure pour aller beaucoup plus loin, parce qu'on se rendait compte que financièrement et pour d'autres raisons, qu'on était... Et c'était pas le même marché. On n'était pas dans le même marché, parce que là, on serait resté... si c'était ce marché-là, on serait resté en indépendant. Mais Oui. on avait... C'était une autre époque. C'était une autre époque, en Ouais. fait. On signe à Because Music, c'est là où je rencontre Anthony Chelan, qui est chef de projet du projet Medine, mais on signe en artiste. Par contre, on arrive un peu à négocier en fait la prod exé. En gros, on arrive à négocier le tour. La tournée, c'est nous qui la faisons nous-mêmes. Les éditions, on fait une coédition. Donc, ça fait qu'on a quand même des sources de revenus. Mais parallèlement à ça, comme nous, en fait, c'est une marque forte avec des idées fortes et des slogans forts, on décide d'en faire des t-shirts parce qu'on se rend compte que les CD, ça se vend de moins en moins. Les gens nous connaissent, mais nous écoutent sur les plateformes illégales. Donc, Oui. ça fait qu'on se rend compte qu'à un moment, comment on va faire pour pouvoir... générer du revenu. générer du On est en revenu sur 2009 ça. à peu près. Donc, en gros, on fait du merchandising, en fait. Stylé. Voilà. Et ça marche. Et ça marche. Ça explose même. Ça explose. Ça explose tellement que ça devient presque notre cœur de métier. C'est fou. Voilà. C'est-à-dire que au rythme de Medine, en fait, on sort nos produits merchandising, mais on va plus loin. On rythme d'une marque de vêtements. Collection printemps-été, collection automne-hiver, C'est avec pas des lié, jeans, des voilà, bandes, c'est des- pas des- uniquement lié à la sortie de l'artiste. C'est ça le merchandising. Le merchandising, c'est l'artiste qui a une actualité. Autour de l'actualité, on va faire des produits. Là, non. C'est que même sans l'actualité de Medine, on décide de faire des collections automne, été, hiver. Wow. Donc on s'y croit, on fait des modèles pour telle collecte, nanana. Donc on a le process d'une marque. Mais le textile, ça n'a rien à voir avec la musique. Ouais, c'est un autre. C'est un métier. autre métier, c'est un autre monde. Ouais. On se rend compte que, à un moment, si tu veux rentrer en wall 16, en gros, faut du temps. C'est-à-dire que entre le Ouais. moment où tu produis, entre le moment où tu reçois l'argent, il se passe 1 an. Ouais. Tu commences à produire tes protos, tu reçois l'argent, il se passe 1 an. Donc en plus, à un moment, il faut diversifier tes produits. Donc il faut créer des silhouettes, il faut créer le petit shirt, le petit hoodie, le petit jean. Donc ça fait, en termes de trésor, tu tapes Ça dans fait ta une trésorerie trésor. énorme, Les ouais. quantités, quand tu veux avoir... Quand tu veux bien acheter, c'est des quantités minimum. Oui. Donc les quantités minimum, il va dire tant de couleurs minimum, tant de quantités minimum. C'est bon, je vais les faire. Mais tu fais tel modèle, parce que plus tu fais de modèles, Plus tu dois dépenser. parce que tu te bien rends sûr. compte qu'il y a des gens qui veulent tes modèles, donc tu veux un gros panier moyen. Donc ça fait que en gros tu fais plein de modèles. Mais à un moment, Parce que il y le a mec qui le a ton stock. t-shirt, tu veux lui vendre aussi le short. oui, tu veux La le- casquette. Bah ouais, la casquette, parce que c'est un état d'esprit. Deal Record, c'est un état d'esprit, elle est ça. Tu vois? C'est une vibe. C'est une vibe. C'est comme Oran. C'est Oran, c'est une exactement vibe, ça. pas Mais une la vie. vibe, ça coûte cher. Parce qu'à un moment, quand c'est de la musique, en fait, la différence entre la musique et le textile, c'est quoi? C'est les stocks. C'est les stocks et la trésorerie. Ouais. Et la trésorerie. La musique, il n'y a pas de stock, c'est magique. Là, je stream, tu dors, tu te réveilles, tu Ouais, stream quand c'est même. magique, en ouais. fait, tu vois ce que je veux dire? T'as fini. C'est virtuel. En fait, t'as fait ta chanson et virtuellement, tu vas toucher de l'argent, des revenus pendant tant de temps. Tandis que tes t-shirts, t'en as plus. En fait. Et ils sont, ou alors tu les as, ils sont stockés et tu dois payer le coût de l'entrepôt. Voilà. La musique, tu produis une fois, qu'elle soit écoutée par 100 000 ou par 1 milliard, c'est la même chose. Voilà. C'est scalable. Voilà. Alors que le textile, si t'as une grosse demande, t'as pas produit, t'es foutu. Exactement. T'as pas fait de chiffre d'affaires. Tes quoi. coûts variables, en fait, voilà. C'est exact. Après, à un moment, tu fais quand même beaucoup d'argent avec du textile, mais c'est pas du tout les mêmes modèles. C'est Non, pas la c'est même sûr. chose. Faut être prêt. Et puis même, le créatif. Aujourd'hui, même si aujourd'hui, tu as les mêmes. Aujourd'hui, tu peux avoir un compositeur ou un créatif de la musique qui peut designer des vêtements. Mais quand même, c'est quand même un métier, en fait. Oui, oui. Tu vois? Nous, on le fait en hustle au début. Et après, à un moment, on se prend pour une vraie marque de vêtements. Et c'est là où, en gros, la réalité nous a rattrapés.
La réalité nous a rattrapés parce qu'on a loupé une collecte. Donc on se dit, on a loupé la collecte de la rentrée qui était que des t-shirts. On se dit bon ok, on va se rattraper avec celle de l'hiver. Par contre nous en plus on fabrique, mais en gros les circuits sont très courts par rapport aux autres. Donc normalement j'aurais déjà dû avoir la collection hiver que les magasins commencent à précommander notre collection hiver, tu vois. Et nous on arrive toujours au dernier moment, mais c'est notre charme et tout, etc. Donc on essaie d'être flexible, du juste à temps. Et la collection hiver, elle arrive trop tard. Donc catastrophe. Donc je coule la boîte. Wow. Et quand je coule la boîte, alors que la vibe était là, quoi. La vibe était là. Et il y a un ami qui me disait, Alassane, c'est pas ton métier, ça. Ton métier, c'est de créer. T'as un bureau d'études. Tu crées, etc. Et tu vas trouver d'autres personnes qui vont s'occuper de faire le reste, de fabriquer pour toi, etc. Nanana. Et moi, je comprenais pas ça. Tu voulais tout faire. Pourquoi je voulais tout faire? Parce que j'ai toute mon équipe, on était là à tout faire. J'avais mon pote qui était là, mon petit frère qui était là du quartier, c'est lui qui faisait ça. Et puis on créait des économies. T'avais l'autre qui faisait ça. Donc ça fait que si jamais demain j'arrête, je me dis, en gros, il faut se retrouver au chômage. Ouais. Et j'ai pas eu cette vis-là de dire, on va faire autre chose. On est des pirates, on va faire autre chose. Alors qu'on aurait fait autre chose. Peut-être qu'on serait reconcentré même sur la musique. Oui. C'était une... Ouais. Tu vois, énorme. J'ai pas eu spectaculaire l'histoire. J'ai pas eu cette vista de dire on va faire autre chose, on va pivoter, etc. Parce qu'en plus, c'était même pas économique, on faisait même pas de business, c'était éthique. Mon nom de famille, c'était Dean Records. Si la boîte à coule, je coule. Ouais, en fait. Tu vois, c'était pas rationnel, voilà, c'était pas rationnel. Maintenant, quand j'ai une boîte, c'est parfaitement rationnel. Je suis plus amoureux de mes produits maintenant. J'ai compris, en fait. Donc, pendant 5 ans, j'ai dû un peu nager. Terrible. Tu vois. En fait, quand tu le vis, c'est tellement hardcore que tu te rends même pas compte. C'est quand tu le racontes pas, tu te dis, j'avoue, c'était une période difficile quand même. Tu vois. Toi, quel regard tu portes dans cette période-là? Tu te dis, après coup, maintenant... J'arrête non, j'ai compris comment ça fonctionne. Et t'es dans un truc où, moi, je me voyais pas aller bosser dans une boîte. Mais je sais que si j'étais prêt à aller bosser, en fait, moi c'était me relever, en fait. Si je devais aller bosser dans une boîte, repartir, parce qu'en gros, j'étais dedans, j'ai compris pourquoi j'ai coulé ma boîte. Donc ça fait que tu as cette expertise-là, en fait. Bien sûr. Tu vois, j'ai compris ce qu'il me faut, je sais ce qui se passe. Ça a marché avant que ça coule. Maintenant, je comprends le game. Maintenant, je comprends le game. Je comprends beaucoup plus quand Mamar, il me disait, Alassane, là, t'as trop de coûts fixes, t'as trop de ci, t'as trop de ça. T'as vu, là, t'es couvrable, faut que je comprends. Là, c'est pas bon, ton break, il est pas bon. Mais non, ce modèle-là, il te sert à rien. Pourquoi t'as fait le rose? Ça sert à rien, celui-là, tu le vends pas. Ouais, mais j'aime bien pour le truc parce que finalement, ça envoie ça. Tu vois, je veux dire, c'est tous ces trucs-là, en fait, que t'apprends, en fait. Et à un moment, tu t'as guéri. Tu t'as guéri. Et pour devenir un entrepreneur aguerri, faut bien, pour guérir, il faut bien se blesser. Clairement. Après ce truc-là, vous avez toujours été au Havre. Et toi et d'autres, vous décidez de venir à Paris. Et ce que je trouve intéressant, c'est que vous venez à Paris et vous ouvrez un studio. Pourquoi pas faire une agence, proposer du service ou du management? Alors, pourquoi venir à Paris et pourquoi un studio en particulier? Un studio d'enregistrement? Le premier à venir à Paris, c'est John Soulou. Lui qui s'occupe, en fait, du merchandising. C'est lui qui s'occupe d'envoyer les... En fait, c'est un peu le référent en vêtements d'LSA. C'est lui qui s'occupe de faire les... En fait, lui, c'est pas le référent en vêtements, c'était le référent livraison. Sauf qu'à un moment, comme il n'y a plus d'activité, c'est la merde, il faut repartir, etc. Et puis comme c'est très fraternel chez nous, on veut rester ensemble. Et je me rappelle, Soulou dit, je reste avec toi. Je dis, non, reste pas avec moi, va sur Paris. Parce que c'est vrai que lui, il avait son truc où... il voulait faire carrière dans l'humour, en fait. Il voulait être et puis il était super gaulerie. Tu vois, ses parents, si tu vois, même lui, ils sont gaulerie. C'est 20% de ses parents. Ses parents, ils sont grave gaulerie. Je laisse tomber, tu vois. Et lui, il décide de partir à Paris avant nous. Il part, mais 3 mois, c'est en 2015, il décide de partir. Et en gros, moi, je vais encore repartir sur le textile parce que j'ai bien compris. Et par contre, je reviens dans la musique, en fait. Je me dis, OK, c'est 2014. Je décide de quand même revenir dans la musique. Je ressors des albums de Brave. Medine, en gros, chez Because, le contrat se termine. Donc, on repart en indépendant avec un acteur qui s'appelle Believe, qui commence à arriver et qui fait des contrats de distribution. C'est-à-dire que tu es producteur de tout et il donne des avances et toi, tu fais tout ce que tu veux. Donc, ça fait qu'on se refait sur ça. Et ils prennent juste un tout petit pourcentage qui est ridicule par rapport à ce que font les autres. Et ce qui est le modèle que tu développes maintenant chez Warner. Voilà, que tout le monde développe aujourd'hui. C'est le modèle, aujourd'hui, c'est un des modèles principaux. OK. Tu vois. Et ce qui se passe, c'est que nous, on reprend le volant, en fait, de la production. Donc, on repart en indépendant et tout, etc. Et ce qu'on savait faire, sauf que le marché, grâce au digital, il est un peu plus...
Il est un peu mieux, en fait. Un peu plus viable Un économiquement. peu plus viable économiquement. Donc on y va. Parallèlement, j'essaie de refaire du textile. On ressort un projet de Made in, ça se passe bien. On fait le camion. On décide de faire prendre un poids lourd et puis faire des concerts dans un poids lourd sur une vingtaine de dates en France. T'as Rémi Cordian c'est lui qui s'occupait du tour de Made in, d'organiser ça. On fait ce truc-là. On sort un projet qui s'appelle Des Mineurs en indépendant. Boum, on a les sources de revenus. On fait des bundles avec les CD et avec des t-shirts, ça marche super bien. Avec un slogan, l'amour des siens, c'est pas la haine des autres, ça cartonne. Donc on repart, en fait. Et parallèlement à ça, lui, sous l'eau, il part aussi de son côté. Et là, moi, je décide de dire, ok, ça se passe bien avec Made in, mais Made in, c'est quand même un artiste qui est là depuis longtemps. C'est un artiste indépendant, mais c'est pas les nouveaux artistes super digital friendly. Oui. Et je me dis, bon, si on veut récolter toute l'expertise qu'on a, il faut qu'on aille sur Paris. Donc je décide d'aller sur Paris. Mais comment tu vas aller sur Paris? Qu'est-ce que tu vas faire? Donc, avec un studio, déjà, nous, en fait, de la production à la distribution, on sait tout faire. Donc on va proposer nos services. Au lieu d'investir sur des artistes, on va tout simplement proposer des services. Tu me payes, en fait. Tu veux un mix, tu me payes. Tu veux du recording, tu me payes. Tu veux du conseil, tu me payes. C'est moins risqué parce que le mec, il te paye le truc et à un moment, t'investis plus, en fait. Même si, parallèlement à ça, je continue à développer des artistes. Et j'appelle mon ami avec qui j'ai tout fait Deal Record, qui s'appelle Proof. C'est lui l'architecte sonore, c'est lui qui fait les musiques, c'est lui qui fait les top lines, c'est lui qui est plus compositeur, quoi. Je pourrais dire même, c'est le showrunner de... Je sais pas comment je pourrais... C'est une bonne remarque, showrunner. Ouais. Voilà, comme truc, mais vraiment, lui, musicalement, c'est lui qui s'occupe de tout, de A à Z, qui va te faire un titre, un album et tout, etc. Et lui, en gros, il dit, vas-y, viens, on va sur Paname. Parce que si on va pas sur Paname, en fait, on récoltera pas tout ce qu'on a... Bien sûr. Donc, on va sur Paname. La première chose, on fait un studio. Et on voulait absolument être sur Paris. Comme on vient de province, on va pas aller en banlieue, nous. Donc, on arrive sur Paris en 2018. Le studio, en gros, ouvre en 2019 et ça fonctionne bien. Pourquoi? Parce que c'est de la presta. Et on se rend compte qu'on a énormément d'opportunités et qu'on a une bonne réputation. Donc les gens veulent bosser avec nous parce qu'on sait bosser. Et si on était resté au Havre... Dur. C'est pas un axe quand même. Là. Ah. Donc, en faisant ça, en fait, plein d'opportunités, plein d'entrants. Et moi, parallèlement à ça, en fait, il y a le boss de Warner qui me dit, bon, on va ouvrir un label de distribution. C'est pas au sein de Warner Music, on va ouvrir un nouveau label de distribution. Et puis, on te voit bien dessus, en fait. Donc après, de fil en aiguille, moi, au départ, je voulais surtout pas y aller. Je suis en indé, gaga. Finalement, je regarde le projet. Le studio, ça se passe bien. Au-delà du salaire, c'est que le salaire, c'est important, mais même être salarié, ça me fait chier éthiquement. Ça veut dire que tu n'es plus libre, en fait. Tu vois, tu te dis, moi, le jour où tu es salarié, nous, on n'est pas des salariés, nous, t'as vu. Tu vois, c'est quoi, Racem, en fait, quand t'es un entrepreneur, en fait, être salarié, c'est comme si... alors qu'en vérité, non. Parce qu'en fait, c'est une hérésie, quoi. C'est une hérésie. Et tu peux être un intrapreneur. Attends, j'allais utiliser ce terme-là chez Warner Music. J'allais utiliser, parce que c'est exactement ce terme-là qu'on se met d'accord avec Alain. Il me dit, écoute, aujourd'hui, nous, on est des producteurs, on est dans la production, le marché échange et la distribution. Et en fait, on arrive un peu tard sur le marché de la distribution, mais ce qu'on veut, c'est accompagner les producteurs parce qu'on sait qu'ils ont quand même besoin de nous. Sauf qu'il faut qu'on le prouve, etc. Et qu'aujourd'hui, mon recrutement fait que moi, j'ai cette légitimité-là d'indépendant depuis longtemps et je sais parler aux artistes, aux producteurs indépendants. Donc aujourd'hui, c'est presque un legal place. Je les aide à se structurer, en fait. À se lancer. Voilà, beaucoup plus que l'artistique. Ils le font eux-mêmes, ils le font mieux que moi. Et même moi, artistiquement, je recrute des gens qui savent ce qui se passe artistiquement. Mais surtout, moi, ce que je donne, c'est l'accompagnement entrepreneurial, en fait. Wow. C'est ma promesse en disant, OK, artistiquement, t'es grave chaud, mais par contre, tout le reste, va falloir que tu sois accompagné. Et en gros, si tu as besoin d'avoir un expert comptable, d'avoir en fait une expertise ou un conseil de ma thune, qu'est-ce que j'en fais avec mon artiste, comment je le paye, les redevances, c'est comment, j'ai mis trop d'argent, en gros je me suis partagé trop d'argent, le contrat, j'ai pas provisionné ça, t'as vu, attention aux impôts qui vont arriver, attention à l'URSSAF, attention à la TVA, attention à l'IRSEC. Aujourd'hui, c'est l'IRSEC aujourd'hui. Et tout ça, en fait, ils ne savent pas ça. Donc moi, aujourd'hui, j'ai cette légitimité-là. Et aussi, grâce à Deal Records, on me connaît depuis longtemps en tant que label indépendant. Ouais. Donc j'ai cette réputation qui fait que... Ils disent parlent d'égal à égal. Ils savent pas, on est passé par les mêmes choses. On est passé par les mêmes choses. Je suis dans tes baskets. T'as raison. Tes baskets, je les connais tellement que même, tu vois, je sais exactement quand est-ce qu'il faut que tu changes de semelle, en fait. Et c'est ça qui fait la différence. Et en gros, c'est de la distribution. Donc on arrive dans l'espace de 2, 3, 4 ans à bien impacter, en fait, le marché, en fait, avec cette nouvelle marque de Warner qui est ADA. Et après, en 2024, je prends la tête des 4 labels. Tu vois. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, grâce à la distribution, parce que c'est grâce à la distribution, aujourd'hui, en fait, Alain me donne une vision globale de tout ce qui est afro, rap, etc., musique.
Voilà. Mais aujourd'hui, c'est vrai que tu me disais, c'est quoi ce que je cultive, moi? C'est vraiment ce truc-là de dire, aller chercher, aller recruter les bonnes personnes pour bosser sur les projets et aussi convaincre les producteurs indépendants, en fait, sur les enjeux de ce qu'ils sont en train de faire. C'est ça mon rôle. Waouh, tu fais partie de l'infrastructure qui leur permet de bien fonctionner. C'est voilà. Eux, ils ont le potentiel, mais derrière, pour que ça tourne bien... Voilà. Ok, tu veux garder tes masters, mais attention, il y a plein de gros artistes, ils n'ont pas commencé avec leur master. Donc, ne sois pas omnibulé par tes masters. Crée de la valeur, crée de l'expertise, et à un moment... Faire en sorte que tu puisses être assez gros que le jour où tu sors ton contrat, que tu aies un indépendant et là tu profites des choses. C'est ça pour moi qui est important aujourd'hui. Créer des leviers, créer du leverage. Beaucoup plus qu'avoir mes masters. Parce que si t'as tes masters, ils valent rien, ça sert à rien en fait. C'est dingue parce que je n'imaginais pas à quel point c'était dynamique le secteur de la musique parce que... Mais même Jul n'avait pas ses masters au début. Non, en fait. Je parle de ce que tu nous as décrit là aujourd'hui dans l'épisode là. C'est une transformation énorme du marché en pas très longtemps, on parle pas de 50 ans, tu vois. J'ai l'impression que tous les 6-7 ans, ça s'est bousculé, le rôle des artistes a changé, le rôle des producteurs, le rôle de toute l'industrie a complètement... Waouh. En fait, la musique, ça reflète beaucoup aussi l'état d'esprit de la société. Exactement. Et surtout aujourd'hui, je le dis encore, c'est que ça va être facile parce que... On pourrait dire que je presse pour ma paroisse, mais aujourd'hui, moi qui étais des deux côtés, je vois exactement aujourd'hui les enjeux des deux côtés. Ouais. Est-ce que l'indépendant apporte à la majeure? Est-ce que la majeure aujourd'hui apporte à l'indépendant? Mais tout le monde doit accepter de faire un pas vers l'autre et tout le monde doit accepter de dire ça change et ça va vite. Il faut s'adapter. Ça va vite. Ouais. Avant, on pivotait en 18 mois, maintenant, on pivote. C'est 6 mois pour pivoter maintenant. Ça va trop vite, en fait. Et c'est vrai que la majeure aujourd'hui, en fait, notre rôle, ce qu'on essaie de faire, c'est de se redéfinir. Oui, et avec des nouveaux types de contrats, pas forcément des contrats de full distribution. Distribution améliorée, peut-être d'autres types de deals. En fait, peut-être que oui, là, t'as pas tes masters, mais ça vaut le coup sur quelques titres. En fait, on est en train de proposer en fait des types de deals différents. Il faut penser toujours à essayer d'avoir un peu d'avance. Réinventer le truc. Et puis, se réinventer avant de mourir réellement. Et comme je dis, pour aller au paradis, il faut être prêt à mourir, en fait. Et t'as ceux qui sont prêts à mourir et ceux qui sont pas prêts à mourir, en fait, pour pouvoir se réinventer. En fait. Clairement. Et ce qui est fou aussi, c'est que ces plateformes, avant tu vendais des disques et tu gagnais beaucoup plus d'argent parce que tu vendais tout un album, etc. Aujourd'hui avec Spotify et compagnie, le marché de la musique, en direct, je parle juste de la partie écoute, tu vois. Il s'est divisé par 10 entre avant Spotify et aujourd'hui. Et c'est pour ça que les musiciens aujourd'hui doivent vont dans le live. Avant, tu n'avais pas besoin de live pour vivre bien en fait. Les ventes de disques étaient déjà très très gros. Il y avait des artistes qui vendaient pas de disques, mais grâce au live qui existait. Oui, il y avait, c'est vrai. Mais la taille du marché du disque, elle était beaucoup plus grosse que ce que Spotify génère pour les artistes. Lorsqu'il y a eu la crise du disque, en fait, je crois qu'elle a commencé en 2000, 2001, en fait, et c'était une croissance à 2 chiffres. Et après, il y a eu une décroissance. À un moment, c'était catastrophique. Et là, on remonte maintenant. Et là, on arrive à une croissance à 2 chiffres maintenant. Ah, ok. Donc, on revient sur des volumes d'avant. Intéressant. Mais avant, il y avait beaucoup moins d'artistes qui faisaient beaucoup d'argent. Aujourd'hui, c'est éclaté. Tu as beaucoup d'artistes qui vivent bien. Exactement. Des artistes que tu connais même pas aujourd'hui, qui sont très 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 bien, même plus que Cadre Sup. Ouais. En fait, des artistes niches, des artistes de 21 ans qui sont sur des DistroKid TuneCore et en fait qui génèrent 3-4 000, leur catalogue génère 3-4 000, 5 000 euros par mois, en fait. Et les mecs qui sont là, personne ne les connaît. Personne les connaît. Avant, c'était très dur de faire ça avec le disque. À l'époque du disque, avant 2000, c'était un peu... T'avais des barrières à l'entrée. Puis même le disque, en fait, même si le coût du disque, en vrai, il est pas forcément cher, mais c'est pas la même logistique aujourd'hui. Le stream, comme tu as dit. Aujourd'hui, le stream, ça y est, les sons, quand on est sur les plateformes, ça y est. Moi, j'ai 2 questions. Là, ce qui est intéressant, je trouve que c'est justement de se dire, avec tout ce qui change, j'ai l'impression que la seule valeur qui reste constante, c'est la valeur de l'humain, en fait. C'est la valeur ajoutée des gens, la valeur ajoutée que tu peux avoir dans la relation. Il y a des premiers épisodes de ce podcast avec Rassem où vous avez mentionné votre équipe, parce que là, tu as parlé de John Sulo, qui s'occupait des fringues et qui maintenant est devenu un stand-upper reconnu. Il y a Tiers Monde, qui était un rappeur, qui maintenant est un auteur de manga à succès. Tu as parlé de Rémi Cordian qui organisait la tournée et maintenant c'est devenu un énorme producteur chez Live Nation. C'est lui qui a fait le spectacle musical La Haine, adapté du film, notamment avec Proof.
Qui est directeur musical dessus, et Alivor qui est acteur dessus. Qui était le backer et beau-frère de Medine. et Proof, il a aussi une énorme carrière, il est en train d'avoir une énorme carrière en musique à l'image, c'est-à-dire qu'il fait la musique de film, musique de pub. Et j'en oublie encore parce que tout le monde s'est diversifié. Il y a aussi Moussa Vagué. On parle Enars, on parle pas beaucoup de lui parce qu'il a un peu avec qui on avait fait Satellite Distribution. Lorsqu'on crée la société de distribution dont tu parlais tout à l'heure avec Matteo et moi, il y avait Moussa Vagué. Et aujourd'hui, lui en Afrique, en fait, qui avait ouvert un label qui s'appelle Kizit et maintenant il est en Afrique. Aujourd'hui, par exemple, sur le continent africain, ouest africain, francophone, c'est un très très gros acteur. Et en gros, on parle pas beaucoup de lui, mais lui aujourd'hui, il est en train de tout péter en Afrique. Et je pense que dans 3, 4, 5 ans... Il va se faire racheter par Sony comme... Et c'est même pas s'il acceptera de se faire racheter. Tu vois, non, aujourd'hui, ce qui se passe... Tu vois, je parle pas beaucoup de lui, et c'est vrai que je dois ça, parce que lui, c'est vrai que c'est un acteur important, même s'il venait pas forcément du Havre, il était des Mureaux, donc c'était un peu... Mais en gros, lui, clairement, aujourd'hui, il a aussi impacté les choses. Il va encore impacter beaucoup de choses. On va bientôt... Les gens qui savent, ils savent qu'aujourd'hui, ce qu'il est en train de faire en Afrique, mais je pense que lorsque le marché en Afrique arrivera à maturité, il fait un gros boulot. Grosse dédicace à Moussa Vagué. C'est que, statistiquement, il y a une assez faible probabilité qu'il y ait plein de talents qui viennent du même endroit. Donc l'explication, c'est que vous avez appris quelque chose ensemble, vous avez un mindset, vous avez quelque chose. Quand tu l'expliques toi, ou alors qu'est-ce que c'est que vous vous êtes dit, enseigné En fait, moi j'ai vu Emracem en parler de ça, c'est qu'en gros c'est de l'environnement en fait. C'est-à-dire que si jamais tu traînes avec 10 personnes en fait qui ont une caractéristique, en fait toi obligatoirement tu seras la 11e en fait. Oui. Même si tu n'as pas leurs compétences en fait. C'est pour ça qu'il y a des villes comme ça qui produisent, parce que c'est un écosystème. C'est pour ça qu'Oran a produit le rail, parce qu'ils étaient tous ensemble et donc le 11e il rejoint le groupe. Exactement. Et il fait la même chose quoi. Exactement. Après c'est vrai que nous lorsqu'on voit ça aujourd'hui en fait, on est très fiers en fait. On est très fiers et on dit tout le temps que la solution est dans le mouvement là. Riles, c'est pas le Havre, Riles ? Non, c'est le 7-6. C'est le 7-6, mais c'est Rouen. C'est Rouen. Rouen, ok. Ouais, c'est d'autres générations. C'est une autre génération, etc. Mais big up à eux parce qu'ils sont en train de faire aussi un boucan. Et je pense que dans les 10-15 prochaines années, on va entendre parler d'eux, de ce qu'ils sont en train de mettre en place. On se dit que c'est vrai que c'est toutes les questions de dynamique et d'environnement et d'entourage. Oui. Hein. Ouais. C'est en fait, c'est que toi tu peux le faire. Bah ouais, moi je peux le faire aussi. Si je peux le faire, tu peux le faire. Et c'est vrai que nous, on a toujours eu ce mindset-là, en fait, de se dire, de se galvaniser, d'avoir toujours une positivité qui peut même sembler naïf chez les gens souvent. Oui. C'est-à-dire qu'on cultive une positivité qu'on peut croire même qu'on est des bisounours. Après, quand on nous connaît bien, on sait qu'on n'est pas des bisounours. Mais ça suffit pas, la positivité. Après, il y a quoi? C'est la rigueur, c'est la contagion, mec. En fait, quand tu la cultives, ça suffit parce que derrière la positivité, tu mets de la rigueur. En fait, c'est toujours ça. Moi, je me rappelle lorsque j'étais petit, je me dis, vu comment je suis déter, je vais bien réussir à faire quelque chose. Je me disais toujours ça. Je veux dire, c'est sûr que je vais finir par payer. Je suis trop déter. En fait, je vois les 10 personnes, je fais partie des 2, en fait, qui... Ouais. À un moment, tu fais... C'est vrai que tu vois pas, t'as l'impression... Tu plantes. Tu plantes même dans un trou, à la fin, tu vas boucher le trou. En fait. Tu vois, mais c'est vrai, en fait. Et ça va devenir une montagne, en fait. Là. Tu vois, c'est un exemple que je donne, mais c'est vrai en fait. T'as raison. Tu vois, et puis au-delà des... Après, tu fais des rencontres. Et en gros, c'est des énergies, en fait. Tu vois, lui, je sais pas ce qu'il va faire, mais il a une énergie, il veut croquer le truc. Ouais. Et c'est ça, en fait. Et à un moment, c'est des énergies, en fait. Au-delà de compétences, de trucs, de techniques. Ouais, ça va au-delà. Dans mon environnement, il y a plein de gens qui sont beaucoup plus chauds que nous, en fait. Au Havre, il y avait des gens qui étaient en termes de matière grise et de... Mais en termes d'exécution, non. Ils avaient des nœuds. Nous, on était un peu fous, on était un peu dans le truc. On était sûrs de nous. Après, moi, par exemple, je sais que mon père aussi m'a mis dans cette truc, parce que mon père, il m'a dit des choses qui m'ont débloqué. Mon père, il m'a dit, à partir du moment où tu as le passeport français, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est ça le plus important. Mais c'est vrai. Ça paraît simple, hein? Mais ça paraît simple. Mais moi, en vrai, quand tu vois en fait, ton entourage, où tu vois des gens de ton âge, quand tu les rencontres, mais qui sont dans d'autres pays, dans d'autres configurations, juste parce qu'ils n'ont pas les papiers, ça les bloque. Ils n'ont pas du tout les mêmes opportunités. Quand tu peux pas venir à Paris et croiser tout le milieu, enfin tout cet écosystème-là, déjà ça te limite énormément. Hein. Nous on était limité au Havre, mais on a vu aussi. T'avais un train pour venir à Paris, hein. Ça va. Ouais, on avait un train. En plus, on était en famille nombreuse, donc on avait la carte de train, on payait 10 francs pour aller à Paris, donc c'était pas le problème. Gratuit, quoi. Mais c'est vrai que oui. Après un moment, par contre, aussi la solution elle est dans le mouvement. Faut savoir partir. Il faut savoir partir. Et le choix de la ville est hyper important. Le choix de la ville est déterminant dans ta vie, c'est clair. Tu vois, et ça, c'est important.
C'est vrai que nous, on est resté longtemps au Havre. Après, on faisait beaucoup d'allers-retours, Ouais. tu vois. Et je sais que la ville du Havre, ils sont fiers de nous parce qu'en gros, on représente bien le Havre. Bah oui. Mais c'est vrai que moi, j'exhorte mes enfants à les gens, n'hésitez pas à partir, en fait. Oui. Va là où on te traite bien, comme je dis tout le temps. Tu les as débloqués en mode s'il faut partir. En fait, c'est toujours la même chose. C'est que moi, j'ai pas fait des grosses études. T'as redoublé ton En CM1. gros, ouais, exactement. Et j'étais trop mal quand j'ai redoublé mon CM1. Parce que je me rappelle, ma prof, elle m'avait dit, il y a 3 redoublants. Il y en a un qui a quand même un bon niveau, mais je préfère faire redoubler. Oh. Nous, redoubler, c'était mourir. C'était l'enfer. Et c'était C'est moi. le drame. Et heureusement que j'ai redoublé, hein, parce qu'en gros, j'avais des lacunes, mais redoubler avant, c'était trop la honte. Oui. Surtout quand t'es en CM1. Tu rentres chez toi, tu meurs. Tu préfères mourir vite. Tu vois, mais c'est clair. Disparaître. Oui, tu préfères disparaître. Et en fait, ce que je disais, c'est que c'est toujours la même chose. En gros, même éduquer même tes enfants, c'est même pas toi qui les éduques, c'est ton environnement, en fait. C'est parce que toi, en fait, t'as le bon message, mais t'es le mauvais messager, t'es le daron, t'es la daronne. C'est leur camarade. C'est leur camarade, Ouais. c'est le pote, c'est le truc. C'est l'oncle, C'est ton pote, en fait, qui va lui envoyer des trucs que t'arrives pas à lui dire. Ouais, c'est grave. peut-être l'oncle qui a réussi à faire des choses, en fait, que lui, il a envie de faire. Donc, lorsqu'il va lui dire, tu vas venir avec moi à New York et tout, etc., bah, toi, tu peux pas aller à New York, à Central Park, mais par contre, t'as l'autre poteau qui est à Central Park. Tu vois. Et C'est vrai. par exemple, Mamar et Eni Mansour, lui qui est un très bon ami à moi, qui m'a Dédicace à beaucoup lui. aidé. Et c'est lui, en plus, c'est un ami à lui que j'ai rencontré qui s'appelle Nabi, c'est lui qui a mentoré mon fils. Wow. Alors que mon fils, à la base, il était dans un truc où l'école, c'était comme ça. Et là, maintenant, pouf. Ah ouais. Alors que moi, j'aurais pu lui dire, ouais, il faut que tu pètes, faut Ça que tu marche pètes. pas pareil. Mais dire, les gens, ils miment Ouais. ce que tu fais, C'est vrai. en fait. Tu peux dire ce que tu veux, ils vont mimer ce que tu fais, en fait. Tu vois, à un moment, il va mimer quoi avec moi? Alors qu'à un moment, si tu mets une personne qui monte de façon plausible, qui a réussi alors qu'elle était dans une configuration qui était compliquée, bah ça, tu crées le champ des possibles, en fait. Et c'est toujours ça. C'est clair. Super conclusion. Très belle conclusion, très bel épisode. Ouais. Merci beaucoup Alassane. J'étais un peu dans tous les sens. Au début, on a bien vu. expliqué. Voilà. En tout cas, moi, je connaissais pas bien le secteur. Maintenant, c'est plus clair dans ma tête. Et l'évolution aussi, elle était très bien décrite, je pense. L'évolution du secteur. Et t'as vu, là, on aurait pu faire 3, 4, 5, 6, 7 épisodes parce qu'il y a tellement de choses à dire, c'est tellement épais, c'est On en tellement fera. profond. T'inquiète. En tout cas, merci beaucoup Alassane. C'était un plaisir. Merci à vous.